Donc on est très heureux, vraiment très heureux, parce que c'est aussi en quelque sorte une chance d'avoir rencontré Monsieur Beckers. Je vous explique. J'ai une amie qui est de Chinon, Ala Kawi, pour ne pas la citer, qui un jour me dit « Je connais quelqu'un qui est passionné de Rabelais et qui vit en Belgique, à Liège. » Et alors, elle me dit voilà, et c'est quelqu'un que tu pourrais faire intervenir parce qu'en fait, il est médecin et il travaille sur le gène du gigantisme. Et alors là, je me dis, mais c'est quand même étrange parce que j'avais pas dit à Allah que la prochaine édition serait sur le thème des géants. Et donc c'était vraiment étonnant parce que en fait, il se trouve que elle m'avait comment dire présenté à cet intervenant qui était spécialisé sur le thème du gigantisme. Donc elle m'avait mise en lien sans le savoir avec ce thème qu'on va aborder aujourd'hui. Donc voilà, c'est donc le hasard de la sérendipité, on dit, hein, c'est-à-dire quand on, voilà, en chemin, on rencontre, et c'est ce que j'aime bien aussi dans ce festival, c'est de pouvoir justement mettre en lien des gens, favoriser les rencontres. Voilà, c'est toujours hyper réjouissant. Donc, je vous présente Monsieur Beckers, qui a été chef du service d'endocrinologie du CHU de Liège et professeur ordinaire à l'Université de Liège jusqu'en 2021. Donc, Monsieur Beckers est endocrinologue, spécialiste du gigantisme. Donc, il a réalisé une série de CD-ROM très appréciés sur la pathologie hypophysaire et a publié plus de 350 articles sur le sujet. Il a reçu le prix Geoffrey Harris de la Société européenne d'endocrinologie en 2016 et le prix Rolf Gaillard de la Société européenne de neuroendocrinologie en 2017. Albert Beckers occupe actuellement la fonction de vice-président de l'Académie royale de médecine en Belgique et également docteur honoris causa de l'Université d'Aix-Marseille et président de l'European Neuroendocrine Association depuis 2022. Voilà. Bon, excusez mon accent anglais un peu pitoyable. Mais je voulais le remercier. On est très heureux de pouvoir encore une fois vous accueillir à Chinon. Et on va vous écouter. Voilà. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien ? Merci beaucoup Mathilde pour cette introduction très amicale et très chaleureuse. Je vais donc vous donner une conférence médicale sur les géants. Mais rassurez-vous, vous allez tout comprendre parce que je vais tout vous expliquer. Les géants hantent l'imaginaire collectif depuis la nuit des temps. Et pour s'en convaincre, il n'est que de feuilleter la Bible ou de parcourir les grands livres de mythologie grecque ou romaine. Au fil des siècles, les géants ont tour à tour occupé les légendes, distrait l'histoire, peuplé cirques, foires et cabarets, quand ils ne constituaient pas des régiments entiers de grandes armées, comme sous les Frédéric de Prusse, qui au XVIIIe siècle envoyaient à travers toute l'Europe des rabatteurs chargés de leur ramener de gré ou de force tout géant qu'ils rencontreraient ou dont ils auraient ouï dire, pour les enrôler ensuite à grands frais dans leurs armées. Voltaire, en visite à Potsdam, en a dénombré jusqu'à 2400. À cette époque, il n'était pas jusqu'au pape lui-même qui ne convoite quelques géants pour rehausser le prestige de sa garde personnelle. Jusqu'à ce que, à son tour, la médecine s'en empare à la fin du XIXe siècle. C'est en effet un Français de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, celui qui deviendra le grand professeur Pierre-Marie, mais qui n'est à l'époque que le jeune chef de clinique du célébrissime professeur Charcot.
On le voit donner ici sa leçon clinique sur l'hystérie. Le docteur Pierre-Marie décrit une nouvelle maladie qu'il dénommera lui-même l'acromégalie, du grec akron, extrémité, mégas, mégalos, grande. On pourrait croire que Pierre-Marie avait été particulièrement frappé par ses énormes mains en forme de battoir et par ses pieds volumineux, impressionnants, dignes d'emboîter le pas au plus grand des plantirades pour dénommer ainsi cette affection. Et pourtant, une relecture attentive des écrits de Pierre-Marie montre à quel point cet observateur ingénieux, cet endocrinologue avant la lettre, a pu décrire et réaliser une description particulièrement minutieuse et complète de toutes les hypertrophies et difformités que présentaient ses patientes, jusqu'à y remarquer une hypertrophie de l'hypophyse qu'il comparait pour la taille tantôt à un œuf de poule, tantôt à un œuf de pigeon, mais sans aller jusqu'à déduire le rôle étiologique de l'hypophyse dans l'acromégalie. Qui a le premier compris ce rôle étiologique de l'hypophyse dans l'acromégalie? D'aucuns citent Oskar Minkowski par rapport à un écrit de 1887. Cushing, le célèbre Harvey Cushing, qui a donné son nom à la maladie de Cushing, trop de cortisol. Cushing, quant à lui, se réfère à un certain Roberto Massalongo par rapport à un écrit de 1893. Au fond, peu importe, à la fin du XIXe siècle, on sait qu'un adénome hypophysaire est la cause de l'acromégalie. Acromégalie, gigantisme, une seule et même pathologie ou au contraire deux affections bien distinctes? Dès 1895, les Français Brissot et Meige soutiennent que l'acromégalie et le gigantisme ne sont que deux facettes d'une seule et même pathologie. Ainsi, disent-ils, le gigantisme et l'acromégalie pendant la croissance. Et dès lors, au tournant du siècle, on sait qu'un adénome hypophysaire, selon qu'il surgit dès l'enfance ou l'adolescence, ou au contraire qu'il ne va se révéler que beaucoup plus tardivement à l'âge adulte, va produire tantôt un géant à droite, tantôt un acromégale à gauche sur cette image. À droite, le géant Jack Earl, 2,44 m. Célèbre acteur de cinéma, il a occupé toute la première moitié du XXe siècle. En 1943, alors qu'il tournait un film à Hollywood, il a fait une chute. Il était sur une table de 1 mètre de haut. Ajoutez le mètre aux 2,44 m et vous observez une chute potentiellement très dramatique. Il en a perdu la vue. Selon les écrits de l'époque, la tumeur aurait frappé les nerfs optiques. Jack Earl a bénéficié d'une radiothérapie pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Il a recouvré la vue, mais pas forcément pour son plus grand bien, puisqu'il s'était fait ensuite construire une voiture à son image, où il était assis à peu près au niveau des places arrière d'une voiture normale, et il s'est tué dans un accident de voiture quelques années plus tard. À gauche, un acromégale des Ardennes belges, un très sympathique agriculteur qui possède une très grande ferme et qui, depuis 1990, vient régulièrement à l'hôpital, notamment pour tester toutes les nouvelles thérapeutiques sur l'acromégalie. Au début du siècle, on connaît la cause, un adénome hypophysaire. On observe les conséquences, acromégalie, gigantisme. Mais il faudra attendre 50 ans de plus, 1956, pour découvrir l'intermédiaire, l'hormone de croissance. Et 50 années de plus, et toutes les capacités informatiques de mon collègue et ami, le docteur Petroscience, pour voir devant vous, en 3 dimensions, l'hormone de croissance seul, ou donnant le bras à ces cavaliers naturels que constituent les segments extracellulaires de ces récepteurs, et dont elle doit absolument provoquer la dimérisation pour provoquer ses effets biologiques. Au cours des 30 dernières années, les progrès monumentaux accomplis dans toutes les sciences ont permis d'appréhender beaucoup mieux l'acromégalie et le gigantisme.
de connaître les effets à long terme d'une hypersécrétion d'hormones de croissance et d'élucider leur origine sur le plan génétique. Il y a maintenant de nombreuses raisons de s'intéresser à l'acromégalie et au gigantisme. Tout d'abord, c'est une affection qui réduit l'espérance de vie. Dans l'acromégalie, 10 ans. Dans le gigantisme, c'est pire. Deuxièmement, si on les traite correctement, ils récupèrent l'espérance de vie normale. Ensuite, on disait, lorsque nous avons fait notre éducation, que c'était une maladie très rare, 1 sur 20 000. Est-ce bien vrai? Quelle est la vraie prévalence des adénomes hypophysaires? Et pour vous parler de ça, je dois vous raconter une première petite histoire personnelle. Il se fait que j'habite dans un vieux village millénaire qui s'appelle Soiron, le voilà. Et tous les matins, pour aller à l'université, je dois emprunter cette petite vallée de Soiron en Essonvaux, qui fait environ 5 km, et puis ensuite j'ai un long trajet, encore 25 km pour rejoindre l'université. Et par un beau matin de printemps, il y a une vingtaine d'années, je commence à penser à mes patients qui ont un adénome hypophysaire et qui habitent dans cette vallée. Et donc je pense d'abord à ce patient-là, qui a une trentaine d'années et qui a une tumeur de 2 cm. Je le connais très bien puisqu'il a fait l'école primaire avec moi. Et puis il est venu me voir très longtemps après, je ne l'avais plus jamais vu. Il est venu me voir parce qu'il avait un adénome hypophysaire à prolactine. Ensuite, je pense à cette patiente-là qui a une maladie de Cushing. Ça, c'est trop de cortisol. Vous savez, les gens qui ont le visage tout rouge, trop de tension, du diabète, des vergetures, etc. Et cette personne-là est venue me trouver aussi pour traiter sa maladie de Cushing, qui est d'origine hypophysaire. Et puis ici, il y a un acromégale, et un acromégale que je connais bien aussi, puisqu'il vient me trouver, il joue lui, il investit dans les finances, il est tout le temps sur son ordinateur, il a une ferme pour s'amuser et il gagne des sous sur Internet. Et un peu plus loin, une madame, environ 70 ans, qui avait une tumeur de 7 cm, en dessous du cerveau, je ne vous dis pas, et elle avait été à tort traitée par son médecin traitant pour une hypothyroïdie primaire. Le traitant avait donné des hormones thyroïdiennes parce qu'il croyait que la thyroïde n'allait pas. Ce en quoi il n'avait pas tort, la thyroïde n'allait pas, mais la cause c'était l'hypophyse, et ça il n'avait pas vu. Et donc elle a été traitée pendant des années pour son hypothyroïdie primaire, et puis finalement on a découvert qu'elle avait une grosse tumeur à l'hypophyse, qu'on aurait pu découvrir plus tôt. Et puis, arrivé dans le village de Nessonvaux, je pense à ce monsieur qui a un adénome à prolactine, qui a 15 ans, un patient très jeune, avec une grosse tumeur. En face, une patiente qui était dans un hôpital psychiatrique, et c'est un de mes élèves qui était stagiaire là-bas, qui l'a diagnostiqué avec une maladie de Cushing, trop de cortisol, et qui l'a retiré de son hôpital psychiatrique, et puis on l'a traité pour sa maladie de Cushing, et elle n'est jamais retournée à l'hôpital psychiatrique. Et puis en face, il y a 2 personnes avec un adénome non sécrétant, c'est-à-dire qui ne sécrètent pas d'hormones. Et en haut, sur la colline, un géant. Ensuite, un petit peu plus haut dans cette vallée de la Vézre, que Victor Hugo qualifie de la plus ravissante vallée du monde, 3 autres adénomes. Vous lisez Victor Hugo dans son voyage sur le Rhin, c'est comme ça qu'il la qualifie. 3 autres adénomes. Et je ne sais pas si vous avez fait le compte, mais moi, en roulant ensuite les 25 km qui me séparent du CHU, je commence à compter les cas et j'arrive à 12. Et je commence à réfléchir, mais 12 adénomes pour une petite vallée dépeuplée comme ça, n'est-ce pas beaucoup? Alors j'ai fait venir l'hélicoptère pour faire une photo et pour vous montrer le village de Soiron. Vous voyez, c'est quand même pas extrêmement peuplé. Et pour faire une photo de la vallée, en fait, il a fait tout un parcours, mais je vous le passe, une photo de la vallée qui est maintenant, désormais, célèbre mondialement et appelée Adenoma Valley. Et je roule vers le CHU en pensant à ma vallée des adénomes, et je me dis, mais est-ce qu'il y a des pollutions? Mais non, je ne vois pas de pollution. Et je réfléchis si est-ce que c'est vrai? Et puis j'arrive au CHU, je m'étais fait toute une réflexion de recherche sur la prévalence des adénomes hypophysaires, qui était un sujet qui ne m'avait jamais intéressé jusque-là.
J'arrive au CHU, je demande à mes secrétaires de regarder, mais combien y a-t-il réellement de patients avec un adénome hypophysaire dans nos fichiers, dans nos registres, dans les 3 communes que recoupe cette vallée, pour avoir une entité définie géographiquement et avec une population définie. Je reviens de la consultation, elles me disent qu'il y en a 15. J'en avais oublié 3 qui étaient un peu plus distants de la vallée. Je téléphone alors aux communes pour savoir le nombre d'habitants, et j'ai le nombre, c'est 20 000 habitants. 20 000 habitants, 15 adénomes, qui viennent se faire traiter chez moi. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a 15 que je connais, qui sont là, qui habitent là. Et je fais un rapide calcul et je me dis que s'il y en avait 20, ça ferait donc 1 sur 1000. Et ça me semble beaucoup. Alors j'ai décidé, je résolus de m'informer du pourquoi et de transformer ma volupté en connaissance, comme disait Baudelaire. Et j'ai commencé à étudier l'épidémiologie des adénomes hypophysaires. Alors, si on regarde ce qu'on trouve comme adénome hypophysaire dans une population, tiens, vous autres par exemple, là. Est-ce qu'il y a des adénomes hypophysaires dans la salle? Ça dépend. Si on fait des résonances magnétiques à tout le monde, on va en trouver chez une personne sur 5. C'est quand même pas mal, ça. Mais c'est des petites affaires, c'est des petits trucs qui n'ont pas d'expression clinique. Si on fait une autopsie, c'est dans 14%. Si vous voulez vraiment le savoir, je vous conseille plutôt la résonance magnétique plutôt que l'autopsie. Et donc, ça fait en moyenne 16%. Un sixième de la population a un petit quelque chose dans l'hypophyse qui n'a pas de signification clinique. Bon, ça ne compte pas. Par contre, des études épidémiologiques, il n'y en avait que 2 à l'époque. 2 études dans le monde, une en Italie et l'autre en Angleterre. Et la prévalence que nos amis endocrinologues de la région avaient trouvée, c'était 1 sur 4 000 et 1 sur 5 000, ce qui est quand même beaucoup moins que 1 sur 1000, c'est 4 à 5 fois moins. Mais il faut savoir que pour faire des études épidémiologiques, il y a plusieurs méthodes, et ça je vous explique un peu parce que ça intéresse tout le monde. Comment fait-on une étude épidémiologique? On peut dire, par exemple, je suis le meilleur de Liège, j'ai donc tous les adénomes hypophysaires de Liège, je regarde la population de la province de Liège, il y a 1 million d'habitants, j'ai autant d'adénomes, donc la prévalence c'est autant. On peut dire ça. Mais quand on dit ça, on est le meilleur peut-être, mais c'est pas non plus... Enfin, tout le monde ne le reconnaît pas nécessairement. Et il y a des adénomes qui ne viennent pas chez vous, et puis il y en a où le médecin traitant dit on ne t'occupe pas de ça. Il y en a d'autres qui sont traités par leur gynécologue, qui donnent très bien un traitement médicamenteux, et ça marche très bien. Bref, vous ne les avez jamais tous. Donc, cette façon de faire, c'était ce qu'avaient fait les 2 autres centres. Je ne dis pas qu'ils avaient dit qu'ils étaient les meilleurs, mais ils avaient présumé que tous les adénomes allaient chez eux, en tout cas. Donc ça ne fonctionne pas, ce n'est pas précis. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas précis. Alors vous pouvez étudier les banques de données de l'État, par exemple, et dire, tiens, tous les patients qui sont traités par, je prends un nom un peu compliqué, analogue de somatostatine, c'est qu'ils ont l'acromégalie. Donc je regarde dans le registre de l'État, il y a autant de patients qui ont des analogues de somatostatine, donc il y a autant d'acromégales. C'est une approche qui n'est pas forcément mauvaise, mais on peut aussi donner les analogues de somatostatine pour autre chose, et puis tous les acromégales n'ont pas des analogues de somatostatine, etc. Donc, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas non plus précis. Donc, j'ai décidé de faire une étude précise et de me rapporter à une population précise. Ça a pris des années, mais on a étudié une population, on a éduqué, entre guillemets, c'est-à-dire averti tous les médecins de l'existence des tumeurs de l'hypophyse, comment les diagnostiquer, etc. Donc ça a pris 2-3 ans où on a sensibilisé les médecins généralistes, un peu les patients, les infirmières, les laboratoires, les gynécologues, les dentistes, etc. Et après 2-3 ans, eh bien, on a choisi 3 régions dans la province de Liège pour étudier les adénomes hypophysaires. D'abord la région de Soiron, mon village évidemment, puisque c'est là que ça a commencé. Et puis une autre région qui est semi-rurale ici, c'est Houpeil. Pourquoi? Parce que j'y ai une polyclinique et que je connais bien les médecins traitants, donc ça facilite le travail. Et puis enfin une région ici à la périphérie de la ville de Liège, ce qui était bien aussi parce que c'est une population citadine. Et là, c'est parce que les médecins m'avaient absolument demandé pour faire partie de l'étude. Donc, je les ai pris, ils avaient l'air motivés. Et je me suis dit que j'aurais des résultats. Et je n'ai pas été déçu parce que,
quand on a publié les résultats, vous voyez, 72 000 habitants et 68 adénomes hypophysaires, soit à peu près 1 sur 1000, qui sont, eux, des adénomes hypophysaires cliniquement évident, c'est-à-dire des patients qui ont une tumeur de l'hypophyse et qui vont chez le docteur parce qu'ils ne voient plus ou parce qu'ils sont acromégales, on va y revenir sur ce que c'est l'acromégalie, ou une maladie de Cushing avec trop de cortisol et des trucs comme ça. Donc quelque chose de très sérieux qu'il faut traiter. Et l'acromégalie, dans cette étude, ce n'est plus 1 sur 20 000, c'est 1 sur 5 000. Alors, comme je savais qu'un jour, je viendrais probablement à Chinon et que j'aurais un public très difficile et très sceptique, j'ai prolongé l'étude un petit peu partout en Europe, en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, et même à l'île de la Réunion. Et regardez, en fait, c'est à peu près 1 sur 1000 partout. Les prolactinomes, il faut retenir ça, c'est les adénomes qui sécrètent la prolactine. La prolactine, c'est ce qui permet d'allaiter. Alors, quand on a un prolactinome, si on est une femme en période de reproduction, on a du lait dans les seins et on n'a pas de règles, malgré qu'il n'y a pas de grossesse ni rien du tout. Le prolactinome, c'est la symptomatologie qu'il provoque. Et s'il devient gros, il peut comprimer les nerfs optiques, etc. Mais ça, je vais y revenir. Donc, le prolactinome, c'est l'adénome le plus fréquent, 50%. Et puis, il y a ceux qui ne sécrètent rien, a priori, ça c'est 25%. Puis les acromégales, on va en parler beaucoup, c'est 12%. Les Cushing, 7%. Et puis les craniaux, ce n'est pas vraiment des adénomes, mais c'est une tumeur qui survient chez l'adolescent et qui est pas tellement rare et qui provoque des gros dégâts hypophysaires. Alors, après nous, on a donné notre protocole en Suisse et en Angleterre. Ils ont publié la même chose. Et puis d'autres ont imité notre étude et ils ont la même chose. Regardez, la prévalence la plus élevée, c'est en Islande, 1 sur 865. Probablement parce que le système de santé en Islande est très, très perfectionné et probablement qu'ils ont un diagnostic peut-être encore un peu plus performant, mais globalement, c'est 1 sur 1000, quoi. Retenez ça. Prévalence des adénomes hypophysaires, 1 sur 1000. Alors, j'ai donné cette conférence à San Diego il y a 15 ans à peu près. Et déjà, lors de cette conférence, j'ai dit j'ai bien peur que ma fameuse vallée des adénomes, elle n'est pas unique et qu'on vive en réalité dans le monde des adénomes. Mais ça les a tellement marqués que 10 ans après, je recevais une invitation pour donner une conférence aux États-Unis avec un titre proposé qui était « What is new in the Adenoma Valley ?» Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la vallée des adénomes? C'est pour vous dire que le monde endocrinologique avait été frappé par cette étude, qui est notre travail le plus cité, plus de 1000 fois en quelques années, c'est-à-dire c'est le travail de référence sur la prévalence des adénomes hypophysaires. Juste pour vous dire que, vous voyez, on croit toujours que la recherche c'est difficile, mais quelquefois c'est facile. Il suffit de savoir où habitent vos patients, de pouvoir faire réfléchir un peu en conduisant et de pouvoir compter jusqu'à 12. Et à partir de ça, vous avez une publication qui est la plus citée dans le monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours si compliqué. Il ne faut pas décourager nos jeunes de faire de la recherche. Alors, on doit avancer un petit peu sur l'acromégalie et le gigantisme, maintenant que vous savez qu'il y en a beaucoup. Les principaux signes de l'acromégalie, alors ça demande un tout petit peu de travail, du prognatisme, ça c'est la mâchoire inférieure qui avance vers l'avant, mais pas le prognatisme de Charles Quint, ça c'est un autre prognatisme, il n'était pas acromégale Charles Quint, il était prognate de naissance. Donc le prognatisme des acromégales, il s'opère au cours de la vie, ils naissent normaux et puis à un moment donné, à 20, 30 ans, c'est le seul os qui continue à grandir quand on devient acromégale et ils deviennent prognates. Arthropathie, arthralgie, ces gens-là, ils ont des douleurs aux articulations. Acromégalie, des grosses mains et des gros pieds. Macroglossie, une grosse langue qui les empêche parfois de respirer. Apnée du sommeil, pour les mêmes raisons. Épaississement cutané, je vais vous montrer. Transpiration excessive, très important. Syndrome de canal carpien, vous savez, les picotements qu'on a dans les mains quand on fait ce signe-là. Très fréquent. Paresthésie, c'est à peu près la même chose. Des gros organes avec une grosse rate et des gros reins. Une hépatomégalie, un goitre multinodulaire est fréquent. Un mégacolon avec de la constipation et des polypes coliques. Une cardiomégalie, un gros cœur, une hypertension artérielle et du diabète avec trop d'insuline. Bon, tout ça, c'était bien du langage commun.
Je crois que vous avez tous compris. Alors, quelques illustrations. Voici un jeune acromégale de la région du Pays de Herve, de 25 ans. Et vous voyez que, bon, là, on cache un peu ses yeux parce qu'il est toujours bien vivant et bien guéri de son acromégalie. Mais je ne suis pas sûr qu'il veut être connu dans les conférences internationales. Donc, voilà, vous voyez qu'il a la peau épaisse, là, au moment de son diagnostic. On pourrait deviner un léger prognatisme, mais globalement, lui, c'est pour la peau épaisse et les traits un peu épaissis. Le suivant, c'est pareil, vous voyez qu'il a un gros nez et des grosses lèvres, et les plis nasogéniens un peu épais. Lui et sa sœur, alors ça, on va en reparler, 2 acromégales, frères et sœurs de 25 ans. C'était impossible, selon la prévalence des adénomes hypophysaires que je vous ai donné. Donc on va en reparler. Alors lui, un brave fermier, le géant des Ardennes, on croirait Galabru quand même un petit peu, non? Non, c'est pas Galabru, c'est le géant des Ardennes. Et regardez, comme la macroglossie, ça veut dire grosse langue, peut être importante. Et ça, c'est quelques signes extérieurs. Mais ils ont une tumeur de l'hypophyse, vous voyez ici, une grosse tumeur de l'hypophyse. Et la tumeur de l'hypophyse, elle embête le système parce qu'elle... Vous voyez, si c'était une tumeur sur la main, ça peut prendre de la place, c'est pas nécessairement trop grave. Mais par contre, l'hypophyse, c'est au milieu du crâne, et c'est près du cerveau, c'est près de voies de circulation importantes, comme la carotide, les nerfs optiques. Et donc, quand ça pousse vers le haut, là, comme ça comprime les nerfs optiques. Donc, on voit moins bien. Et ce qui est typique, parce que les nerfs optiques, ils passent au-dessus de l'hypophyse, mais ils se croisent, on appelle ça le chiasma optique. Quand on comprime le chiasma optique, on perd la vision temporale. Et donc, on fait ce qu'on appelle une hémianopsie. On ne voit pas d'un demi-côté, mais bitemporal, du côté temporal. Donc, c'est le champ visuel qui se rétrécit. Et d'ailleurs, vous avez vu Goliath tout à l'heure. Eh bien, Goliath, les endocrinologues disent que s'il a perdu son combat contre David, c'est parce qu'il avait une hémianopsie bitemporale avec sa tumeur et il n'a pas vu la fronde. Et puis, vous pouvez aussi comprimer les nerfs oculomoteurs. Ça, c'est les nerfs qui dirigent l'œil, le regard. Alors, si un est perturbé, si un nerf est paralysé, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez double, puisque vous avez un œil qui bouge bien et l'autre qui ne bouge plus. Donc, vous voyez l'image en double. Ce n'est pas très agréable non plus. Mais c'est plus rare, quand même, ça. Ce qui est plus fréquent, c'est les myopsies bitemporales. Et puis, je ne vous l'ai pas dit, mais l'hypophyse, je vous le dis maintenant, l'hypophyse, c'est le chef d'orchestre. Ça, je l'ai dit. Mais je n'ai pas dit ce que ça dirigeait. Ça dirige la thyroïde, ça dirige les surrénales, ça dirige les gonades, les testicules et les ovaires, ça dirige la croissance, ça dirige la lactation. Donc ça dirige plein de trucs. Et si vous comprimez cet organe-là, vous avez des déficiences qui se passent et qui sont très désagréables, voire quelquefois mortelles. On a besoin de nos hormones. En tout cas, la plupart, on en a besoin. Et certaines sont complémentaires et utiles, mais certaines sont indispensables à la vie, comme le cortisol, par exemple. Et donc, ça peut donner des insuffisances sur les autres lignées. L'acromégalie, ça perturbe un peu tout, dont le cœur, par exemple. Je vous raconte l'histoire de cette patiente qui était une fermière du Grand-Duché du Luxembourg, 57 ans, qui était hospitalisée en cardiologie. En cardiologie, pourquoi? Parce qu'elle avait un cœur tellement mauvais, pour les quelques médecins qui sont dans la salle, fraction d'éjection 14%, c'est très, très, très bas. Il fallait remplacer son cœur et elle attendait sa greffe cardiaque. Mais elle est tombée sur un infirmier qui avait travaillé dans le service d'endocrinologie et qui a reconnu son caractère acromégale. Moyennant quoi, on l'a traité pour l'acromégalie et regardez, après quelques mois, son cœur est quand même très nettement amélioré, ainsi d'ailleurs que sa fraction d'éjection. Elle avait eu des biopsies. Alors vous allez me dire, on n'est pas histologiste, on n'est pas spécialisé dans l'anatomie pathologique du cœur. Mais même en n'étant pas spécialisé, on voit que ceci s'est désordonné complètement et qu'il y a un édème et que ça, c'est nettement mieux. On voit que la structure musculaire est bien plus belle ici. C'est ce qui s'est passé avec le traitement de l'acromégalie chez cette patiente. Les proportions corporelles changent chez les acromégales et ça va vous intéresser. Vous voyez la composition corporelle d'un homme normal avec autant de masse maigre, autant de masse grasse, et puis de l'eau, et puis des os. Eh bien, si vous devenez acromégale, la masse maigre augmente, la masse grasse diminue, l'eau augmente et l'os augmente un petit peu aussi.
Si à l'inverse, on vous enlève votre hypophyse et que vous n'avez plus d'hormone de croissance qui porte mal son nom, parce qu'elle sert à grandir, bien sûr, mais pas seulement. On devrait l'appeler l'hormone somatotrope, ce serait plus juste. Bon, peu importe, on l'appelle l'hormone de croissance, mais regardez, vous avez une modification des proportions corporelles dans l'autre sens. Et si vous êtes une femme, ben vous partez avec des proportions de départ un peu différentes, fort heureusement. Et puis, acromégale, ben, ça va dans le même sens, plus de masse maigre, moins de masse grasse, et déficience, plus de masse grasse et moins de masse maigre. Et globalement, sachez qu'avoir trop d'hormones de croissance, c'est mauvais, ça réduit l'espérance de vie, mais en avoir trop peu, c'est mauvais aussi. En fait, il faut avoir juste ce qu'il faut. La peau des acromégales. Alors ça, je vous ai montré mon fermier ardennais, là, qui était bien sympathique et qui vient depuis 30 ans. Et un jour, je lui demande ce qu'il fait dans sa ferme. On est au mois de mai et il me répond sa voix d'acromégale, parce que je ne vous fais pas entendre une voix d'acromégale, mais globalement, il parle un peu comme ça, avec une voix très grave. Et il me raconte qu'il répare ses clôtures. Mais j'avais vu ses mains qui étaient toutes belles, comme les vôtres. Et ça, c'est pas possible. Un fermier qui répare ses clôtures, il va dans les épines, il va dans les fers barbelés, etc. Donc, c'est pas possible qu'il ait une main toute belle. Et alors, je lui demande, mais tu le fais toi-même? Oui, bien sûr. Et je lui dis, mais tes mains, mais tu n'as aucune trace, aucune cicatrice. Oh, je n'ai jamais de blessure, moi. Quand j'en ai une, ça répare tout de suite. J'ai pris la décision d'étudier la peau des acromégales, parce que ça peut être intéressant quand même. Mais regardez, ça c'est une peau d'acromégale, et ça c'est une peau normale. Il ne faut pas non plus connaître l'anatomie pathologique pour voir que la peau des acromégales est beaucoup plus épaisse, avec une couche cornéenne plus épaisse, tout qui est organisé beaucoup plus solidement derrière. Bref, si vous devez faire du parachutisme dans une forêt épineuse, prenez de l'hormone de croissance auparavant, parce que ça va vous protéger la peau, quoi. Et donc, une fois que vous avez fait le diagnostic clinique de l'acromégalie, ben, il faut démontrer que vous avez raison. Bon, d'accord, parfois c'est tout à fait évident. Mais encore faut-il démontrer l'origine de l'acromégalie, etc. Ce n'est pas si simple. Alors, vous allez me dire, puisque vous savez déjà, je vois que vous l'avez compris, que l'hypophyse sécrète l'hormone de croissance et que l'acromégalie, c'est une tumeur qui sécrète de l'hormone de croissance. Donc, vous allez me dire, ben, il suffit de mesurer l'hormone de croissance. Oui, ça c'est ce qu'on pourrait croire à première vue, mais ce n'est pas vrai. Parce que, voyez-vous, ici, voyez le profil d'hormone de croissance d'un jeune homme de 21 ans. Alors, si on prélève ici, il a 0. Si on prélève là, il a 10. Si on prélève ici, il a de nouveau 0. Donc ça, c'est l'hormone de croissance. C'est sécrété de façon pulsatile. Et quand? Ben, surtout pendant les phases de sommeil lent. Et pendant la journée, si vous avez là, ben vous avez trop, ou là vous avez trop, ben ça ne veut rien dire. Il n'a pas trop, il n'est pas acromégale. Il a une sécrétion normale d'hormone de croissance qui est pulsatile. La seule chose que vous puissiez dire, c'est que si vous avez vraiment 0, c'est qu'il n'est pas acromégale. Mais c'est la seule chose qu'on peut dire. Pour le reste, vous ne savez pas prendre position. Et l'hormone de croissance, sa sécrétion varie au cours de la vie. Regardez à l'âge de l'orateur, ici à peu près. Vous voyez que ce n'est plus si brillant que ça, la sécrétion d'hormones de croissance. Hein. Donc ça, c'est beaucoup quand on est jeune, et puis ça se réduit. Et donc, vous ne pouvez pas prendre les mêmes critères à 20 ans ou à 60 ans. Alors, fort heureusement, on a un deuxième témoin qu'il faudrait plus ou moins retenir aussi, c'est, vous retenez IGF-1, c'est facile à retenir, c'est Insulin-like Growth Factor 1, ça c'est plus difficile, mais IGF-1. Ça, c'est une deuxième hormone qui est sécrétée principalement par le foie, mais c'est l'hormone de croissance qui la dirige. Et l'intérêt de l'IGF-1, c'est qu'elle est stable. Donc, je peux vous donner votre concentration d'IGF-1 ici à peu près à tous pour le moment, suivant vos âges. Je vous mets dans une figure avec des courbes selon les âges et je vais trouver que moi, je dois être ici, par exemple. Hein. Et puis, j'en ai vu quelques jeunes qui doivent être plutôt là. Et donc, IGF-1, c'est stable. Et c'est ce qu'on utilise beaucoup pour qualifier l'acromégalie. Alors, il y a des périodes de la vie voilà, d'abord, c'est sexe-dépendant. Les femmes ont plus d'hormones de croissance que les hommes, mais elles n'ont pas vraiment plus d'IGF-1. Elles ont plus d'hormones de croissance parce qu'il y a une résistance induite par les œstrogènes à l'hormone de croissance, donc il en faut un petit peu plus pour avoir le même effet. Par contre, il y a une période de la vie qui est exceptionnelle, il y en a deux même. Il y a la puberté, regardez ça, la sécrétion d'hormones de croissance pendant la puberté.
Pas pour rien qu'ils grandissent, et pas pour rien qu'ils transpirent, hein, nos adolescents. Et puis voici à l'âge adulte. Donc ça, c'est une crise qu'on pourrait qualifier de crise acromégalique. Et la deuxième, c'est la grossesse, en fait. Et vous voyez, la grossesse, la sécrétion d'hormones de croissance hypophysaire au début, c'est pas mal. En vert, c'est une autre hormone de croissance qui vient du placenta et qui va prendre la place de l'hormone de croissance hypophysaire, qui va s'inhiber. Vous la voyez toute petite ici en bas, alors que le placenta, c'est sécrété de façon continue, c'est pour ça qu'on a fait une barre, mais c'est sécrété de façon intense. Ce qui fait qu'on pourrait imaginer que si la grossesse ne durait pas 9 mois, mais 26 mois, la grossesse se terminerait par un état d'acromégalie. Bon, une fois que vous êtes convaincu biologiquement, il faut montrer les images. Alors voilà, un adénome hypophysaire ici. Donc ça, c'est une coupe frontale du cerveau, avec l'hypophyse en dessous. Et vous voyez, un adénome hypophysaire. Celui-là, il est bien foutu, parce qu'il est facile à enlever chirurgicalement. On passe par le nez, on va dans le sinus phénoïdal, on va en dessous de la selle turcique, on rabote tout ça, et puis, oups, on enlève ça. Et on peut guérir le patient rien que chirurgicalement. Par contre, ici, il n'est pas plus gros que l'autre. Mais voyez-vous, ça c'est l'hypophyse normale avec la tige pituitaire qui relie à l'hypothalamus qui est là au-dessus. Et ici, c'est l'adénome. Et celui-là, on ne saurait pas l'enlever totalement. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a une partie qui envahit le sinus caverneux. Et le sinus caverneux, c'est là où il y a la carotide, où il y a les nerfs oculomoteurs. Il y a plein de structures qui saignent. Enfin, si vous enlevez tout ça, je ne donne pas cher de votre patient. Donc, on ne va pas, en général, dans le sinus caverneux. En tout cas, pas loin dans le sinus caverneux. Et j'en profite de cette image pour vous montrer, parce que pour mes géants, je vais devoir vous parler de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypophyse, elle est donc ici, et l'hypothalamus est ici, et il est relié à l'hypophyse par la tige pituitaire. C'est une tige qui contient une série d'informations, d'hormones qui vont du cerveau pour diriger l'hypophyse, et un peu réciproquement, mais surtout dans l'autre sens. Et voici un autre cas, vous voyez une énorme tumeur qui envahit les sinus caverneux gauche et droit et qui comprime le chiasme optique. Celle-là, c'est sûr qu'on ne va pas la guérir chirurgicalement. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des grosses tumeurs et encore des plus grosses. Je n'ai pas pris les plus impressionnantes. Mais on doit s'approcher du secret des géants. Vous connaissez déjà les acromégales, vous connaissez déjà la pulsatilité de l'hormone de croissance et vous aimeriez bien connaître un peu l'origine des géants. Alors, ça a changé beaucoup au cours des dernières années. Ce tableau, il est très complexe. Il représente un peu tous les gènes qui peuvent être impliqués dans les adénomes hypophysaires. Et partiellement chez les géants. Mais je ne vais pas vous demander de retenir tout ça. Il faut juste retenir les 3 premiers. Ça, c'est polyendocrinopathie de type 1. Polyendocrinopathie. Beaucoup de maladies endocriniennes de type 1, parce qu'il y en a d'autres types. Ça, c'est une maladie qui inclut plusieurs organes, et je vais vous en donner quelques détails. C'était décrit déjà dans les années 1950. Ça, c'est McCune-Albright syndrome, c'est le syndrome de McCune-Albright. C'est une maladie, c'est une mosaïque, ça, c'est plus compliqué. J'en dirai 2 mots aussi. Et complexe de Carnet, c'est une maladie aussi complexe qui inclut plusieurs organes, c'est un syndrome. Tout ça, on oublie, et tout ça, ça va être le corps de mon exposé, FIPA, AIP, XLAC, GPR101. Je dois d'abord vous montrer la MEN1, la polyendocrinopathie. Ça, c'est une maladie qui affecte un adénome hypophysaire, une hyperparathyroïdie, trop de parathormones, trop de calcium, des pierres au rein et de l'ostéoporose. Et des tumeurs gastropancréatiques, par exemple, un insulinome qui donne des hypoglycémies. Donc, vous voyez, c'est un gène, mais ça donne plusieurs atteintes. Je ne vous les ai pas mises toutes. Il y a aussi des atteintes cutanées, etc. Et même des atteintes neurologiques. Alors, celle-ci, je l'ai laissée juste pour vous montrer que c'est plus compliqué encore que ce qu'on croit. Quand on croit qu'on a un MEN1, on a peut-être tout simplement un MEN4. C'est un autre gène, mais ça donne un peu la même copie de maladie que la MEN1. Bon, on ne va pas s'attarder. Le complexe de Carnet, regardez toutes les atteintes que ça donne. Ça donne des atteintes cutanées, des atteintes au niveau des surrénales, avec trop de sécrétion des surrénales, des myxomes cardiaques, des myxomes cutanés, des lésions testiculaires, des lésions un peu partout. C'est pour ça que M. Carnet l'a appelé la maladie complexe. Donc c'est une maladie complexe, c'est un syndrome complexe. Il faut juste retenir ça.
Et alors ça, c'est pour montrer aussi que ce n'est pas toujours le même gène, donc parce qu'il y a des maladies qui sont un peu taquines vis-à-vis des médecins. C'est qu'on croit qu'on a trouvé un gène et on est content, et puis en fait, ce gène-là ne représente qu'une partie de la maladie, et puis il y a d'autres gènes, et puis il faut toujours chercher, quoi. Alors ici, c'est une voie de signalisation dans une cellule. Ça, c'est une seule cellule. C'est qu'une petite partie du cytoplasme de la cellule. Le noyau est ici. Et c'est juste pour montrer que vous pouvez avoir, dans une maladie, par exemple l'acromégalie, et vous pouvez avoir différentes atteintes génétiques dans une voie de signalisation. Alors, on peut avoir, par exemple, ici, et ça c'est 30% des acromégales adultes qui ont ça dans leur hypophyse seulement, dans l'adénome hypophysaire. Vous avez une mutation ici qui active cette protéine et qui fait que tout ce qui est en aval est activé jusqu'à la sécrétion d'hormones de croissance. Ça, c'est un type de mutation. Mais dans le complexe de Carnet, c'est une mutation ici. Donc ça, c'est une mutation activatrice. Mais dans le complexe de Carnet, où il y a aussi de l'acromégalie, c'est cette protéine ici, régulatrice, qui est mutée et qui ne fonctionne pas. Mais comme elle ne fonctionne pas, elle libère des unités qui fonctionnent trop. Et du coup, vous avez de nouveau la maladie, l'acromégalie, à peu près la même. Et donc, juste pour vous dire que, globalement, fréquemment, dans les maladies endocriniennes, les mutations, ça peut être, même pour une même maladie ou pour des maladies distinctes, vous pouvez avoir des mutations qui activent très fort un système ou des mutations qui désactivent une protéine, ce qui active quand même le système. Alors, par exemple, le syndrome de McCune-Albright, ça c'est décrit depuis 1930, mais on ne connaît les gènes que depuis 1990. C'est une maladie plutôt sporadique, mais elle pourrait être familiale. Elle touche aussi tous les organes, c'est un syndrome complexe. Et là, la mutation survient à un stade embryonnaire précoce. Il touche de nombreux organes. Et donc, ça touche les os, par exemple. Vous voyez, ce crâne, c'est le crâne d'un syndrome de McCune-Albright, qui était par ailleurs acromégale. C'est l'un des premiers géants que j'ai étudiés. 2,7 mètres, le patient. Et cette maladie, c'est une maladie tout à fait impitoyable. Je vais vous montrer l'évolution chez ce patient. Vous voyez ici une résonance magnétique de face et ici une résonance magnétique coupe horizontale. Et vous observez comment, dans cette image, comment la masse osseuse développée à cause de la maladie fait littéralement le siège du cerveau en le privant progressivement de ses affluences sensorielles, auditives et visuelles. Et vous voyez ici l'œil gauche et vous voyez ici l'œil droit. Et vous voyez comment cette masse osseuse extrait impitoyablement et inexorablement l'œil droit, loin des structures mères. Ce nerf optique ne laisse déjà plus passer les influx nerveux. Cet œil est déjà aveugle, en fait. Ce patient ne voit déjà plus par cet œil-là. Et cliniquement, après 14 opérations de raccourcissement de menton, je pense que si on ne l'avait pas raccourci, il aurait eu le menton jusqu'au genou. Vous voyez l'évolution de cette pathologie qui, avec une mutation vous voyez, qui paraît presque bénigne, mais qui peut quand même donner des dégâts phénoménaux si elle est acquise tôt dans la vie embryonnaire. Ce patient est décédé il y a une vingtaine d'années suite à un accident. Il est tombé et comme il avait les os tous abîmés par la maladie, il a fait une infection, il est décédé, on n'a pas pu le récupérer. Et donc, c'est pas toujours gai, vous voyez, d'être géant, en fait. Et je vous ai parlé de la vallée des adénomes, mais un peu plus loin, il y a une autre vallée. Et dans cette autre vallée vivent ces deux patients acromégales, frères-sœurs, tous les deux diagnostiqués à l'âge de 25 ans. Et vous voyez, ça c'est une acromégalie familiale. Et voici déjà une belle préfiguration d'acromégalie familiale, puisque les frères Hugo, en 1900, 2,29 m, 2,30 m, tous les deux morts avant 30 ans, c'était les géants des Alpes. Ils ont essentiellement vécu à Paris. Mais les frères Hugo préfigurent déjà une acromégalie familiale ou un gigantisme familial. Et donc, il y a 30 ans, je me suis intéressé très fort aux aspects génétiques des pathologies hypophysaires. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait à Liège, sur 1500 cas, eh bien, il y avait 15 familles où il y avait plusieurs adénomes hypophysaires. Mais pas des MEN-A et pas des carnets complexes, ceux-là, c'est connu.
Non, des autres. D'autres familles où il y avait des adénomes hypophysaires et rien d'autre que des adénomes hypophysaires. Alors, voici 3 familles d'acromégales. Ça, on l'a publié comme acromégalie familiale. Mais à côté de ça, il y avait des familles avec d'autres types de lésions. Et donc, il n'y avait pas que de l'acromégalie familiale, il y avait tous les types d'adénomes hypophysaires. Et donc, il fallait un acronyme qui définisse cette nouvelle pathologie. Et j'ai choisi le mot FIPA pour Familial Isolated Pituitary Adenoma, c'est-à-dire adénomes hypophysaires familiaux, mais isolés, pas dans le cadre d'un MEN1 ou d'un complexe de Carnet avec toutes les autres lésions. Donc FIPA, ça il faut retenir parce qu'on va s'en servir encore. Alors, ça a pris du temps pour publier le FIPA parce que, vous savez, quand vous arrivez avec un nouveau truc comme ça, les collègues, ils ne vous croient pas d'abord. Ils mettent en doute tout ce que vous dites, ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. Mais donc, en 2000, je ne sais plus combien, 2001, là, on avait 54 patients, 25 familles. Et puis, un peu plus tard, eh bien, grâce à une famille de Angers, de mon ami Vincent Roumer, qui est ici dans la salle, je me souviens aussi comment on a trouvé cette famille-là. Et je peux le raconter, Vincent. Un jour, je demande à Vincent, qui a une oreille très attentive, en fait, méfiez-vous, hein, quand vous lui dites un truc, il le retient, et qui a une oreille très attentive, ce qui est très bien, parce que j'en avais parlé à plein d'autres explorateurs qui n'avaient pas relevé, et je lui avais dit, donc, on a un nouveau syndrome à Liège, qui est le FIPA, avec les adénomes hypophysaires isolés, etc. Est-ce que tu n'as pas des familles comme ça? Et sa première réponse instinctive, c'est de me dire non. Mais le soir, je le rencontre au souper du congrès, et il me dit, mais en réfléchissant bien, j'ai quand même une famille. Et il pense à cette famille-là. Et il me dit, oui, il y a 2 acromégales, là, je sais qu'ils sont parents, je vais vérifier. Et puis, il vérifie, 2 mois après, je le croise à un autre congrès, il me dit, j'ai un 3e cas dans la famille, à Cushing. Puis 2 mois après, je le recroise et j'ai encore un prolactinome. J'ai 4 cas dans ma famille. J'ai une famille magnifique de FIPA. 4 patients. C'était ma plus grosse famille, enfin, la sienne, mais dans notre série, c'était ma plus grosse famille. Et donc ça, vous voyez, c'est la démonstration de la capacité d'écoute et d'intégrer une information nouvelle et de s'en servir sur le plan de la recherche. Parce que voilà, une contribution importante à la recherche sur l'hypophyse. Et c'est là toute la créativité qu'il faut stimuler. Et donc, en 2006, eh bien, on a publié ça avec Vincent, qui est ici d'ailleurs, 64 familles, 138 patients, 55 familles à 2 membres, 8 à 3 membres et 1 à 4 membres. Plus de détails que je ne vais pas vous donner, mais sachez que voilà, publication largement acceptée dans le plus gros journal d'endocrinologie clinique, pas de problème. Et figurez-vous qu'à quelques jours près, un autre papier dans un autre journal, Science, raconte qu'il y a des mutations du gène AIP. Alors, je ne vous demanderai pas de retenir beaucoup de gènes, mais AIP, ça, il faut retenir. Je ne vous dis pas ce que c'est trop compliqué, mais c'est AIP, c'est un gène. Et ce papier montre qu'il y a des gens qui ont des mutations du gène AIP et qui font des adénomes hypophysaires sur un plan familial. J'aime autant vous dire qu'il n'a pas fallu 3 heures pour travailler sur le sujet. Et en 2007, on sortait un gros papier sur les études du gène AIP dans les familles FIPA. 34 centres, 73 familles, 156 patients. Et que montrait-on dans ce papier? Toute une série de choses, j'en extrais 2. Les FIPA AIP négatifs, ils ont des tumeurs petites, 14 mm. Les FIPA AIP positifs, ils ont des grosses tumeurs, 24 mm. Et les FIPA AIP négatifs, ils sont plus vieux, 38 ans en moyenne. Et les FIPA AIP positifs, ils sont jeunes, 25 ans en moyenne. Donc, de façon un peu contre-intuitive, les jeunes, ils ont des plus grosses tumeurs que les vieux. Je dis de façon un peu contre-intuitive, puisqu'on aurait pu imaginer qu'il faut du temps aux tumeurs pour grossir. Bon, ça, c'est un principe qui est battu en brèche par les réalités de terrain. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un FIPA? C'est une présentation familiale qui n'est pas le MEN1, qui n'est pas le complexe de Carnet, qui peut inclure tous les phénotypes, c'est-à-dire tous les types d'adénomes, avec des familles parfois homogènes, que des acromégales ou que des prolactinomes ou que d'autres types, et qui paraissent plus agressifs et survenir plus jeunes, et dont l'étiologie n'est pas connue dans 80% des cas, mais dans 20% des cas, c'est une mutation du gène AIP. On a voulu démontrer, et c'est le début du gigantisme, on a voulu démontrer que c'était bien vrai que les AIP+,
survenait bien chez les plus jeunes et était plus agressif. Alors ça, c'est une autre grande étude internationale, 36 centres, 14 pays, presque 100 AIP mutés, et qu'on compare à 232 acromégales non mutés. En réalité, il y a 75 acromégales mutés qu'on compare à 232 acromégales non mutés. D'accord? Alors, voyez ce que ça donne. Ça, c'est les acromégales mutés, et ça, les acromégales non mutés. Alors, je ne vais pas vous envoyer avec des détails inutiles, mais ceci, c'est quand même intéressant. L'âge au premier symptôme, 17 ans pour les mutés, versus 38 pour les autres. Mais c'est quoi la différence de commencer la maladie à 17 ans en moyenne, c'est-à-dire parfois à 16 ans, 15 ans, 14 ans, 10 ans, 11 ans? C'est que vous commencez votre acromégalie avant la fin de la puberté, avant la fusion des cartilages de conjugaison, avant que les os ne soient soudés, et que donc vous pouvez grandir, et vous pouvez devenir géant, et c'est ce qui se passe. 32% de géants dans les AIP+, versus 6% de géants dans les contrôles acromégales AIP négatifs. 32%, beaucoup. Alors, de façon amusante, on a fait plein d'études à Liège sur l'acromégalie, et cette étude multicentrique internationale qu'on appelle le Liège Acromégalie Survey, surveillance de l'acromégalie à Liège, mais qui comprend tous ces centres-là, plus de 3000 patients acromégales, et on constate, sans parler de génétique, cette relation triangulaire. Vous voyez ici, le diamètre avec l'âge diminue. La GH augmente avec le diamètre et la GH diminue avec l'âge. Et donc, quand vous prenez toute une grande population de patients acromégales, ben les jeunes, ils ont des plus grosses tumeurs avec plus de GH et les vieux, ils ont des plus petites tumeurs avec moins de GH. Revenons à nos FIPA. Voici quelques familles FIPA. Là, je ne vais pas aller dans les détails, juste pour vous montrer ici une famille avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont une tumeur hypophysaire dans une famille. Donc, c'est confirmé largement. Ici, une famille italienne de Marie-Lise Jaffraria. Vous voyez une fille de 19 ans, une jeune fille de 19 ans, une jeune fille de 21 ans, et voici les tumeurs. Je ne dois plus vous montrer les tumeurs, je crois que vous les voyez maintenant, c'est tout ça. C'est énorme, c'est dramatique comme cas. Et ce qu'on a montré, c'est que 90% des tumeurs avec la mutation du gène AIP sécrètent ou de l'hormone de croissance ou de la prolactine ou les deux. Donc c'est ce type-là d'adénome hypophysaire. Il y a aussi les autres, mais beaucoup moins. Et 80% des patients sont diagnostiqués avant l'âge de 30 ans. Donc c'est bien une tumeur de jeunes, les AIP positifs. Donc AIP égale beaucoup d'hormones de croissance, beaucoup de cas avec hormones de croissance, parfois la prolactine ou les deux, et très jeunes. C'est important. Donc on a préconisé de faire le diagnostic précoce chez les gens qui avaient FIPA ou des géants, puisque vous avez déjà vu que les géants, ils avaient beaucoup d'AIP, mais on va aller plus dans les détails, ou les adénomes hypophysaires qui sont jeunes avec des grosses tumeurs. Bon, ici, c'est dramatique. Mais vous allez voir que même sans être aussi dramatique que mon sympathique patient avec le syndrome de McCune-Albright, la condition de géant n'est pas toujours très facile à supporter. Et pour cela, je vous demanderai d'écouter l'histoire de O'Brien. Il y avait en 1780 un géant d'origine irlandaise, de Little Bridge, en Irlande du Nord. Très, très grand. 2,44 m selon certains écrits, un peu moins selon d'autres. On va dire 2,40 m. Et il s'appelait Charles Byrne. Et on lui avait dit que, en Irlande du Nord, c'était vraiment très pauvre à l'époque, qu'il ne deviendrait jamais riche, mais que par contre, s'il allait à Londres, il pourrait devenir très riche. Et comme il était non seulement grand, mais il était aussi très fort, et il était très beau et très intelligent. Il avait toutes les qualités. Et notre ami Charles Byrne est parti vers Londres, où il a pris le nom de scène de O'Brien, du nom du premier roi d'Irlande. Il est arrivé à Londres et il est devenu rapidement très riche puisqu'il a fréquenté cirques, foires et cabarets. Et le beau monde, à vrai dire. Ça faisait bien à l'époque à Londres quand on était riche et qu'on organisait une soirée
Ah, vous allez voir, on a un invité surprise. Et c'était l'invité surprise, c'était cet immense géant magnifique qui était l'homme le plus grand du monde à l'époque. Et il faisait une impression admirable chez les invités. Moi, je ne vous cache pas que si j'avais pu l'inviter aujourd'hui, je l'aurais invité. Mais il se faisait payer, lui, évidemment, hein, normal. Et donc, il avait en fait pour seul malheur de respirer à Londres le même air qu'un de mes anciens collègues, le docteur Hunter. Le docteur Hunter, c'était un chirurgien. Alors, d'une part, il faut que je vous raconte la vie des chirurgiens à l'époque. Comment est-ce qu'ils apprenaient leur métier, les chirurgiens, à votre avis? Ils faisaient des autopsies. Ils n'avaient pas un programme 3D pour savoir où était l'hypophyse. Hein. C'était des autopsies, et c'est comme ça qu'ils apprenaient leur métier. Et Rabelais, d'ailleurs, a fait plein d'autopsies. Léonard de Vinci allait déterrer les cadavres dans les cimetières pour faire des autopsies. Il n'y avait pas d'autre possibilité, il fallait faire des autopsies. Et à cette époque-là, il faut savoir aussi que tous les pendus étaient systématiquement autopsiés. On ne respectait pas trop les pendus, hein, puisqu'ils avaient déjà été pendus par la justice. Et donc, on les autopsiait systématiquement. Ça, c'est une chose. Mais Hunter, qui était un grand chirurgien, on l'appelle maintenant le père de l'anatomie comparée, parce qu'il avait pour but de monter un grand musée avec des squelettes de toutes sortes. Des chiens à 2 têtes, des veaux à 5 pattes, des rats à 2 queues, tout ce qu'il pouvait trouver comme animal bizarre ou particulier, ou humain bizarre ou particulier, des bossus, des nains et des géants. Il voulait se les approprier pour les exposer dans son musée. Mais Hunter avait un sens de l'éthique médicale qui était 200 ans en avance sur son temps. Et donc, plutôt que de faire comme tout le monde faisait à l'époque, il y avait un mort quelque part, on l'autopsiait, Hunter se disait, oui, mais quand je convoite un squelette, par exemple celui de O'Brien, qui serait magnifique dans mon musée, c'est quand même plus sympathique d'aller le trouver avant, plutôt que de payer le croque-mort et lui donner des sous, et voilà, d'aller le trouver avant et de lui payer son squelette de son vivant, de lui acheter son squelette. C'est quand même plus sympathique. Je vais lui offrir 200 livres et comme ça, il y a un contrat entre nous et quand il est mort, je fais rien pour qu'il meure, mais quand il meurt, je prends son squelette et je le mets dans mon musée. Et moi, je ne vous cache pas que si on venait m'offrir 200 000 euros pour mon squelette et le mettre dans un musée à Chinon, par exemple, moi, je dirais oui tout de suite, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, on ne me l'a pas encore demandé. Et O'Brien, lui, il a dit non. Et Hunter s'est dit, c'est un caprice, c'est pas possible, il va dire oui. Et donc, il a insisté, il a augmenté le prix, et il est allé même jusqu'à 800 livres, qui était une somme fabuleuse pour l'époque. Hein. Et néanmoins, O'Brien a dit non, non et non. Problématique pour Hunter, évidemment, il ne s'attendait pas à ça. O'Brien, pendant ce temps-là, vivait sa vie, et il était très riche, et il aimait bien le vin de Chinon, il paraît. À l'époque, je disais du vin de Bordeaux, mais à partir de maintenant, je dirais du vin de Chinon. Et un soir, qu'il était sorti avec ses amis et qu'il avait bu plein de vin de Chinon dans une taverne à côté de la Tamise, à Londres, et qu'il était retourné chez lui avec beaucoup d'argent sur lui, comme d'habitude. Mais cette fois-là, il était un peu éméché, il ne marchait pas droit sur ses quilles. Et des bandits qui, en temps normal, n'auraient jamais rien osé faire contre O'Brien, parce qu'il était très fort à cette époque-là. Et l'ont attaqué, l'ont dépouillé de ses sous, bien sûr, et de ses vêtements, et l'ont laissé à moitié dévêtu sur le bas-côté de la rue de Londres. Et le lendemain matin, des passants un peu plus généreux se sont penchés sur le cas d'O'Brien, l'ont chargé dans une grande brouette et l'ont amené à l'hôpital. Et O'Brien a récupéré très rapidement de sa saoulerie. Vous imaginez 250 kilos, on n'abat pas ça avec quelques vins de Chinon, hein, il faut plus, même si c'est des magnums. Et donc, O'Brien a récupéré très rapidement de sa saoulerie. Mais par contre, après avoir passé en novembre une nuit presque entière, à moitié dévêtu, dans une rue froide, humide, brouillardeuse,
polluée telle que seul Londres en connaît, O'Brien a contracté une double pneumonie. Et la double pneumonie en 1780, ça ne pardonne pas vite. Avec la pneumonie vient la fièvre. Avec la fièvre vient le délire. O'Brien sent peu à peu s'approcher de son cou la laine du grand prédateur. O'Brien n'en peut plus. Il convoque alors tous ses amis et leur offre la somme symbolique de 800 livres, la même somme que lui offrait le docteur Hunter, mais cette fois-ci, c'est pour que, aussitôt le décès constaté, parce qu'il sait qu'il va mourir, aussitôt le décès constaté, on place son corps dans un grand cercueil muni d'un lestage de plomb et que de rechef, on le reconduise en Irlande et qu'on l'immerge au plus profond de la mer qu'il a vu naître. Et quelques jours après, O'Brien tient parole, il décède. Aussitôt se met en branle dans la rue de Londres qui jouxte la maison d'O'Brien un grand convoi. Il est constitué d'une longue voiture à 4 roues. À son bord, un long cercueil contenant le corps d'O'Brien et le lestage de plomb. La voiture est tirée par 4 chevaux hennissants, maintenus par un cocher vociférant. Elle est entourée d'une dizaine de cavaliers en armes, les amis d'O'Brien. Bientôt, un signal est donné. Le fouet claque, le cocher vocifère, le fer frappe le pavé. Et, comme en un dernier hommage aux géants, le convoi traverse la ville dans le bruit et dans les esbroufs, en semant au passage des sentiments d'étonnement, de terreur et d'admiration. Une fois les portes de la ville franchies, le convoi s'évanouit dans la campagne anglaise en direction du nord, et bientôt, on n'aperçoit plus qu'un nuage de poussière qui semble fuir vers l'horizon. L'attelage est conduit à grande guide en direction du nord. Le destin du géant paraît scellé. Il terminera dans la mer d'Irlande. Et pourtant, un observateur curieux aurait pu observer dans la campagne anglaise, à distance toujours respectueuse du premier convoi, un second convoi, lui-même constitué d'une longue voiture à 4 roues, tirée par 4 chevaux fragants, maintenu par un cocher silencieux et ruminant des plans à l'égard de notre ami O'Brien. C'est le docteur Hunter lui-même. Dans la voiture, un long cercueil qui contient une grosse poutre en chêne et un lestage de plomb, en tout le poids équivalent au cercueil de O'Brien. Le chemin est long et nécessite étapes. Et au soir du 2e jour, alors que les amis de O'Brien sont occupés, se croyant désormais à l'abri, sont occupés à dépenser en litres de bière la commission laissée par le géant, laissant à la garde du cercueil une seule sentinelle bien plus lourde de bière que d'esprit, vous comprendrez avec quelle aisance le docteur Hunter, payant quelques complicités, aura pu échanger les cercueils ni vus ni connus. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, à ce jour, un plongeur curieux, qui aime l'eau froide et qui adore l'Irlande, pourra toujours s'étonner à une grande profondeur devant les restes d'un cercueil qui contient une grosse poutre en chêne et un lestage de plomb. Et le scientifique intéressé par les géants, admiré au Hunterian Museum à Londres, Hunterian Museum qui est maintenant propriété du Royal College of Surgeons, le squelette blanchi de O'Brien. Et le cauchemar d'O'Brien continue parce que 100 ans plus tard, Harvey Cushing, le même, celui dont on appelle la maladie de Cushing, Harvey Cushing est passé par Londres et il a voulu se rendre au Hunterian Museum pour couper le crâne de O'Brien pour vérifier qu'il avait bien une grosse selle turcique, puisque quand on a une grosse tumeur hypophysaire, on élargit l'os, qui est la selle turcique, qui est autour. Et donc on peut voir 100 ans après que la selle turcique était très élargie. C'est le signe qu'il y avait bien une tumeur hypophysaire, et c'est ce qu'il a trouvé d'ailleurs.
Et 100 ans plus tard, le cauchemar continue, car une endocrinologue anglaise est venue dans le musée, dans le Hunterian Museum, et a arraché une dent à notre pauvre ami pour étudier qu'il souffrait bien d'une mutation du gène AIP, le gène dont je vous ai dit qu'il fallait retenir le nom AIP, c'est le gène des FIPA. Et il avait la mutation AIP, une mutation qui s'appelle R304X, mais ça, il ne faut pas retenir. Et l'histoire d'O'Brien ne finit pas, puisque je suis occupé dans mes moments libres à écrire une bande dessinée. Vous voyez ici, en première mondiale, une planche en noir et blanc, et puis une planche colorée ensuite, avec une dessinatrice qui s'appelle Marianne Duvivier. C'est une bande dessinée sur les géants, comme vous pouvez le comprendre. Mais je viendrai vous la présenter. On m'a déjà demandé de venir la présenter, mais ce sera dans un an ou deux quand elle sera terminée, parce que ça avance doucement, une bande dessinée. Souvenez-vous de Hergé, qui faisait les Tintins. On en avait un par an. Vous vous souvenez de ça, hein? Eh bien, moi, ce sera un par an aussi. Et juste pour vous montrer les qualités artistiques de la dessinatrice, elle a dessiné pour moi une affiche pour un congrès que j'organise à Paris l'année prochaine avec un autre endocrinologue qui est dans la salle, Lionel Groussin, sur hormones et environnement. Et vous voyez, elle a dessiné Rachel Carson, qui est la mère des écologistes, une des femmes les plus imposantes et les plus importantes du XXe siècle sur le plan intellectuel, et qui a reçu toutes les médailles américaines, qui aurait eu le prix Nobel si elle n'était pas morte trop tôt, et qui est considérée actuellement par tous les scientifiques du plus haut niveau comme la mère de l'écologie, la première alerteuse mondiale. Et regardez le dessin magnifique que Marianne Duvivier a pu faire pour Rachel Carson, mais ceci, c'était une petite parenthèse. Il faut qu'on revienne aux géants maintenant, parce que vous n'avez toujours pas le secret des géants. Et donc, je vous ai dit 32% de géants sur 75, c'est un tiers, c'est beaucoup. Et puis ici, 6% sur 200, c'est quand même encore 15 à peu près. Et donc, me voilà avec beaucoup de géants. Et pour un jeune endocrinologue, votre serviteur, qui rêvait de connaître la cause du gigantisme, vous admettrez que c'est quand même une situation exceptionnelle. Ici, vous avez quelques géants célèbres. Hein. Ici, c'est Wadlow, 2,72 m, et Sultan Qasim, 2,51 m ici. Donc, c'est deux des plus grands. Sultan Qasim, c'est le plus grand géant actuel, toujours vivant. Vous voyez, parce que les géants, les artistes s'en sont occupés beaucoup. Vous voyez ici les peintres, mais aussi les architectes, les sculpteurs. Tout le monde s'est occupé du gigantisme, y compris les grands poètes, hein, comme Victor Hugo. Vous avez vu les vers de Victor Hugo dans La légende des siècles. Atlas porte le monde et l'on entend le pôle craquer quand le géant lassé change d'épaule. On croirait le voir ici. Hein. Et donc, et ici Goya, regardez Goya comme c'est magnifique. Et donc, pour Goliath, je vous ai déjà donné l'interprétation des endocrinologues. Il y avait le géant Atlas en Belgique, mais ils sont très, 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 très rares, les géants. Il y en a que de temps en temps. Celui-là, je vous en ai parlé, il est décédé il y a 20 ans. C'était un syndrome de McCune-Albright. Mais donc, étudier les géants, c'est quelque chose de très difficile. Et si les artistes, les poètes, tous ceux qui écrivent les légendes, les architectes, etc., s'en sont occupés, parce que c'est très important, et là, il fallait assister à toutes les conférences des jours précédents qui détaillaient tout ça. Très bien. En fait, les géants, les médecins ne s'en occupaient pas parce qu'il n'y en avait pas. Parce que si, ça existe, mais très peu. Et donc, on ne sait pas étudier une série de géants. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour étudier des géants? Une grande échelle, comme ça? Ben non, il faut les étudier à l'échelle du monde. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons étudié les géants à l'échelle du monde. Et vous voyez ici cet article publié en 2015 sur 208 géants. Donc, il n'y en a pas des géants, et là, nous en avons 208. Ceci nécessite une collaboration que j'avais établie de très longue date avec de très nombreuses universités, au total 120 universités dans le monde. Et ceci nous a permis de récolter un très grand nombre de géants. Et qu'est-ce qu'on a appris sur ces géants? Déjà, il y a beaucoup d'hommes. Hein. On se posait la question hier. Oui, les hommes sont plus souvent géants que les femmes, en général. Ils ont des grosses tumeurs. Le traitement est toujours très difficile. Les traitements médicamenteux fonctionnent rarement bien. Et les charges de la maladie à long terme sont très grandes. Donc, je ne vous conseille pas de devenir géant, même si c'était possible. 208 géants, 208 géants. 208 géants, 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 208 gé
Et puis, on a trouvé la génétique des géants. Et regardez là, un tiers des géants ont une mutation du gène AIP. Je vous avais dit qu'il fallait retenir ce gène-là. Eh bien, un tiers des géants, c'est une mutation du gène AIP. 5%, c'est syndrome de McCune-Albright. C'est le monsieur avec les os tout à fait déformés, la mosaïque, c'est-à-dire une mutation qui est transmise à un stade embryonnaire précoce. Et puis, carnet complexe, MNA, on peut presque oublier, 1%. Et puis, dans 10%, ça, c'est le plus intéressant, c'est là où on a fait une découverte majeure. Dans 10%, on a trouvé quelque chose. Et comment est-ce que c'est arrivé? Eh bien, figurez-vous que de temps en temps, pendant les cérémonies officielles, il faut bavarder avec son voisin. Et mon voisin, c'est le docteur Stratakis, ce jour-là, et il me dit que dans les géants qu'il m'a envoyés, il y en avait 208, lui, il n'en avait envoyé que 10, quelque part, mais pas n'importe lesquels, et il me dit que eh bien, sur les 10 géants, il y en a un qui a un truc, je ne vous dis pas quoi, sur le chromosome A, l'autre sur le chromosome 3 et l'autre sur le chromosome X. Et donc, dans 2 cas, il y a une duplication de 11 gènes sur le chromosome X, mais il a trouvé ça il y a 2 ans, il ne sait pas ce que c'est, et il ne sait pas qu'en faire, et il ne l'a jamais retrouvé ailleurs, et voilà, c'est comme ça. Mais il le présente comme un truc potentiellement intéressant. Le chromosome A et 3, on oublie, et puis le chromosome X, je m'y intéresse. Mais le problème, c'est que c'est une duplication. Donc on ne trouve pas une mutation. Non, c'est une duplication. Et nous, on est quand même plutôt habitués à traiter des mutations, des gènes qui sont mutés, quoi. Ils fonctionnent trop ou trop peu. Mais ici, il est dupliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, une duplication? On ne savait pas bien. Et le problème, c'est qu'il y avait que 2 cas. 11 gènes, c'est quand même beaucoup. Et puis le chromosome X n'était pas impliqué dans la tumorigénèse des adénomes hypophysaires, donc on n'avait pas un repère là-dessus. Et puis il n'y avait pas non plus de gènes impliqués dans la croissance, donc pas non plus de repère là-dessus. Et puis quand on discute avec les généticiens, une duplication, avoir 2 fois le même gène, c'est peut-être rien du tout. Peut-être que la moitié, non pas la moitié, mais peut-être qu'un certain nombre de personnes ici a une duplication d'un certain nombre de gènes et qui vivent très bien et que ça ne change rien. Et la réponse, elle est venue de ça. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir dans les mécanismes de la recherche. C'est quelque chose d'intéressant et d'important. Quand j'ai publié les FIPA, j'ai été invité dans le monde entier à parler des FIPA. Et fort heureusement, dans toutes mes conférences dans le monde entier, je ne manquais jamais de dire que les patients qui avaient une mutation du gène AIP, ils étaient souvent très jeunes et qu'ils avaient des grosses tumeurs. C'était un des messages de la conférence. Et chaque fois, ça ne manquait pas non plus. Après ma conférence, j'avais 2, 3 personnes, des pédiatres ou des endocrinologues d'adultes, qui venaient me trouver et qui disaient « Ah, mais professeur Becker, est-ce que j'ai ce petit patient là qui a 3 ans, qui a une grosse tumeur, et on ne sait pas le traiter, il est compliqué. Est-ce que vous pensez qu'on devrait rechercher les mutations du gène AIP ?» Et la réponse était chaque fois oui. Vous m'envoyez de l'ADN, on le fait gratuitement, et s'il a une mutation d'AIP, on cherchera dans la famille. S'il n'a pas de mutation AIP, je vous rendrai qu'il n'a pas de mutation d'AIP. Point. Et donc, dans le mois qui suivait, ça ne ratait pas. Je recevais de l'ADN de ce pays-là, et avec une demande de recherche de mutation du gène AIP, ce qu'on faisait. Et dans 20% des cas, on trouvait une mutation du gène AIP. Et dans 80% des cas, je mettais l'ADN au congélateur. Et en revenant de cette conversation avec le docteur Stratakis, je suis retourné dans les congélateurs et on a ressorti l'ADN de patients qui pourraient peut-être coller avec ceux qu'il m'avait décrits qui avaient une duplication au niveau du chromosome X. Et la semaine suivante, tenez-vous bien, la semaine suivante, je m'en souviens très bien, c'était un petit patient, un natif d'Amérique du Nord. C'est de l'ADN que j'avais collecté à Vancouver. On l'étudie parce qu'il ressemble un peu au cas, et hop, il a la duplication. Donc 2 duplications là, et puis encore une duplication, là ça devient suspect. Et puis, la semaine suivante, un autre, et ainsi de suite, et on continue. Et c'est un travail que j'ai réalisé beaucoup avec un collaborateur précis, le docteur Daly. Et au fur et à mesure de la recherche, en 6 semaines, on avait une nouvelle maladie, un nouveau syndrome, avec une réduction du nombre de gènes qui sont toujours compris dans la duplication à, finalement, 4 gènes. Donc, on a plein de duplications chez des petits géants comme ça, mais la duplication,
Parfois, elle est un petit peu plus à gauche, parfois un peu plus à droite, mais il y a toujours finalement 4 gènes qui sont compris dans la duplication. Et ça, ça nous a fait une maladie publiée dans le plus gros journal de médecine, le New England Journal of Medicine, et 36 autres papiers. Ici, ce papier-là qui décrit le syndrome qu'on a appelé X-lag. Pourquoi X-lag? Parce que X, lié au chromosome X, lag, parce que ag, acrogigantisme X, acromégalogigantisme lié au chromosome X, donc X-lag. Et donc, je vais vous le décrire un petit peu, mais en termes que vous allez comprendre très bien. Vous voyez ici, tout ça, c'est des géants. 14 qui ont la microduplication et 29 qui ne l'ont pas, mais qui sont géants quand même. Et qu'est-ce qu'on voit? Là, il y a beaucoup de femmes, justement. Donc, les femmes de l'Assemblée vont être contentes, peut-être. Là, il y a 70% de femmes, contre seulement 24% là. Le début de la maladie, c'est 1 an ici. Là, c'est 16 ans. Là, il y a plusieurs formes. Il y a une évolution entre le tissu normal et l'adénome. Là, c'est toujours des adénomes. Là, il y a plus d'hormones dans ces 2 cas-là. Et dans ce cas-ci, ça peut être familial. Et voyez, ça, c'est la petite Belge, encore une fois, un cas recruté de façon amusante. C'est un délégué médical qui venait me parler d'un endocrinologue de Louvain qui avait des difficultés à traiter sa petite patiente parce qu'il ne savait pas ce qu'elle avait. Et on venait de faire la découverte, donc je me suis mis en rapport avec l'endocrinologue de Louvain qui a tout de suite marché dans la collaboration. Vous voyez, ça c'est la petite Belge. Elle est née toute petite, et si vous la voyez dans les courbes de poids et de croissance, elle s'installe pour devenir la plus grande femme du monde si on ne l'arrête pas. Et on l'a arrêtée, hein, je vous rassure. Voici une autre petite acromégale qui est géante, qui est beaucoup, beaucoup trop grande pour son âge. On parle, nous, en déviation standard. 2 déviations standards, on arrive au percentile 97. Elle, c'est 4. Et parfois, c'est 6 ou 7 ou 8 déviations standards. Donc, c'est énorme. Voici leur hypophyse, 3 cas, de face et de profil. Normalement, l'hypophyse, ça vient ici. Tout ça, c'est de l'hyperplasie. Tout ça, c'est beaucoup trop. Et on a mesuré l'hormone de croissance. C'est quelquefois 1000 fois la normale. 1000 fois la normale. Vous avez bien entendu. Et ici, un petit qui a été perdu dans les favelas au Brésil, entre 6 ans et 10 ans. Il mesurait 163 cm à 5 ans et 197 à 10 ans. Et maintenant, il est à 2,20 m et il est traité. Et sa tumeur avait augmenté en volume de 4 fois. Ça, c'est de l'anatomie pathologique. Je vais passer vite là-dessus. C'est intéressant, mais c'est juste pour montrer que ça passe de normal à hyperplasie, et puis transformation, et puis adénome. C'est juste pour montrer qu'il y a une transition, ce qui n'est pas le cas habituellement des adénomes hypophysaires. C'est tout de suite du tissu normal et puis de l'adénome. Alors ça, il faut retenir un tout petit peu parce que c'est le récepteur de GHRH, c'est une hormone qui vient de l'hypothalamus et qui est très concentrée dans ces cas-là. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Et puis, ça, je ne vais pas m'attarder, bien sûr, hein, c'est un test où on étudie la duplication des cas. Ici, c'est tout ce qui est en rouge qui est dupliqué. Donc, c'est une séquence d'ADN, et c'est cette partie-là qui est dupliquée, qui correspond à quelques gènes, au moins 4, comme vous le savez. Ça, c'est une autre technique qui s'appelle fluorescent in situ hybridization. C'est un noyau de petites filles, ici. Alors, on a pris 2 des gènes qui sont toujours inclus dans la duplication. Et on les a regardés. Vous voyez un chromosome X ici avec une copie de chaque, et vous voyez un chromosome X ici avec 2 copies de chaque. Alors, tous les patients individuels ont une duplication qui n'est pas la même. On a la même duplication dans la même famille, mais pas dans les familles différentes. Mais il y a toujours les 4 gènes. C'est embêtant, ça. Pour le publier dans New England, il fallait être un peu plus précis. C'est une maladie difficile à traiter, donc on doit souvent opérer les patients. Donc, on a dû opérer des patients et on a étudié l'expression des gènes. Et on a vu qu'un gène sur les 4 était exprimé 600 fois dans un cas et 1000 fois de l'autre. Et on a donc décidé que c'était le gène responsable de la maladie. Et on a eu raison parce que 2 années plus tard, une équipe anglaise a montré une duplication où il n'y avait que ce gène-là qui était dupliqué. Et donc, c'était juste, avec tout le syndrome complet. Alors, cette
juste, je vous ai fait passer du FIPA au géant, et maintenant je vous fais revenir au FIPA. FIPA, le premier gène, c'est AIP, vous avez retenu. Le deuxième gène, c'est celui-ci, puisqu'on a des familles de géants ici. Et vous voyez, la famille d'Indiens, ici, ça c'est une famille d'Indiens. Cette madame-là, elle est acromégalo-géante, elle est décédée maintenant. Ce petit gamin-là, il est normal. Et ce petit gamin-là, il a le même âge que ce petit gamin-là, mais il est plus grand que son père, à l'âge de 6 ans. Alors, ceci, c'est pour montrer, mais on va passer à des choses plus amusantes, c'est pour montrer qu'on peut avoir aussi des mosaïques dans les X-Lag, un petit peu comme dans les syndromes de McCune-Albright. Mais je pense que, voilà. Quand même, juste pour vous dire que un des plus grands géants du monde actuel, il n'a que 16% de ses cellules qui sont affectées par la duplication. Tout le reste est normal. Et donc, avec 16% des cellules mutées, il parvient à être l'un des plus grands du monde. Et donc, c'est étonnant, on parle de mosaïque. Il y a 2000 ans, Hercule, qui est un géant, est déjà représenté sous forme de mosaïque, mais ceci, c'est un clin d'œil. Alors ici, il y a toute une argumentation pour montrer que cette découverte, elle n'en finit pas d'être originale et d'être nouvelle. En fait, les adénomes hypophysaires, en général, ce sont des tumeurs, ils ont une mutation d'une cellule qui se multiplie et qui devient un adénome. C'est comme ça. Ici, ce n'est pas comme ça. Non, non. C'est beaucoup plus compliqué, vous allez voir. Et ici, on a trouvé, déjà chez cette petite Belge, qu'on a traitée et qu'on a opérée. Mais avant de l'opérer, on a étudié ses hormones, l'hormone de croissance, la prolactine et le GHRH, qui est cette hormone qui va s'acoquiner au GHRH récepteur et qui vient de l'hypothalamus et qui n'est jamais élevé dans les adénomes hypophysaires. Sauf que chez elle, c'est élevé. Alors, quand elle a été opérée à Bruxelles, j'ai envoyé une doctoresse de mon service pour pêcher les morceaux et pour prendre le TGV et descendre en droite ligne sur Marseille, où on a une collaboration, et pour montrer qu'en culture, c'est finalement le meilleur traitement, c'était un antagoniste de ce récepteur-là, ce qui est rare, qui n'est jamais utilisé en médecine. Et donc, on démontre l'implication de l'hypothalamus dans la maladie. Alors ici, je vais aller un petit peu plus vite aussi. Donc vous avez les causes génétiques des géants. Vous avez AIP, c'est un tiers. Et puis XLAG, c'est 10%. Voilà, c'est 10% des géants. Et c'est les plus grands géants du monde. Et puis il reste 50% pour les chercheurs du futur. Alors vous voyez que les XLAG, c'est 5 déviations standards en moyenne. Les autres, c'est 3. XLAG, c'est beaucoup de femmes. Mais ils sont rares. Donc, en général, les géants, c'est beaucoup d'hommes, et particulièrement les AIP+, vous voyez, c'est presque que des hommes. Alors que XLAG, c'est beaucoup de femmes. Ce qui est normal, parce que les femmes ont en général 2 chromosomes X. Et puis, ici, c'est le début de la maladie. XLAG, c'est le premier, quoi. Ça commence à 1 an. C'est pour ça qu'ils deviennent les plus grands géants du monde. C'est parce qu'ils commencent très tôt et ils finissent comme les autres. Mais ils commencent tellement tôt qu'ils ont le temps de devenir immenses. Ils ont tous des grosses tumeurs, ils ont plus d'hormones de croissance, je vous l'ai dit 1000 fois. Et puis parfois, on voit des publications de 1989, une petite madame qui a été traitée, qui est devenue enceinte, qui est devenue une grande madame et qui est devenue enceinte. Et c'est le premier diagnostic in utero d'un patient XLAG. Elle était XLAG. Et on a diagnostiqué son bébé in utero. Et quand il est né, on a mesuré son hormone de croissance, sa prolactine. On a fait une IRM de l'hypophyse après 3 semaines et il avait déjà la maladie. Il grandissait déjà comme un géant. Et donc, on a 3 cas de transmission familiale et de FIPA2. Donc, voici une nouvelle maladie, une nouvelle voie de régulation de la croissance et de l'hormone de croissance. Pour le moment, 25 cas dans le monde. Et 40 cas 25 chez nous et 40 cas au total dans le monde. Alors, ceci a changé la prise en charge génétique des adénomes hypophysaires. Ça, c'est ce qui existait plus ou moins avant. Et ça, c'est FIPA et XLAG. Alors, on a revu aussi dans l'histoire les géants qui pourraient bien être des XLAG. Et c'est tous ceux-là. Alors, je ne vais pas non plus les passer tous en détail, mais regardez, ça, c'est Wadlow, le plus grand, jamais, 2,72 m. Zheng Jilian, la plus grande femme, jamais, 2,48 m, pardon. Bon, ceux-là, on n'aura pas leur ADN. Ils ont fait opposition.
Par contre, le géant Constantin, 2,59 m, c'est quand même pas mal. C'est le 4e plus grand de tous les temps. Et le 4e plus grand de tous les temps, il est passé à Verviers, la ville où je suis né. C'est un signe, ça, c'est pas possible autrement. Il est passé à Verviers en 1901. Et j'étais en train de terminer le papier du New England Journal of Medicine. Un de mes collègues vient dans le bureau et me dit « As-tu entendu ce matin ?» Non. Ils ont trouvé un squelette de géant dans un musée à Mons et les écologistes veulent l'enterrer. Ils veulent le reprendre au musée et l'enterrer. Ni une ni deux. Coup de fil au conservateur du musée d'histoire naturelle de Mons. « Ah, professeur Beckers, oui, on serait très content si vous veniez nous occuper de notre géant parce qu'on veut l'enterrer. Et la seule raison qu'on peut opposer aux enterreurs, c'est qu'on fait des travaux scientifiques. » 2 heures après, c'est la distance entre Liège et Mons. J'étais à Mons avec mon dentiste et je constate qu'effectivement, pour faire comme Cushing, il a une grosse selle turcique. Et avec mon dentiste, on revient avec une dent et un os pour faire l'analyse génétique, évidemment. Et j'arrive au CHU, c'est le soir, c'est le mois de décembre, il fait noir, 5h30. Et il y avait encore au secrétariat les secrétaires, les assistants et les stagiaires. Et je reviens un peu fièrement quand même, c'est le plus grand squelette humain du monde, celui-là. C'est le plus grand squelette humain du monde actuellement, c'est comme ça. Et je reviens avec la dent et l'os et je leur demande, vous savez ce que c'est ça? Bon, personne ne savait évidemment. Je dis, c'est la dent et le carpe du géant Constantin. Alors là-dessus, il y a 2 étudiants en médecine qui se lèvent. Le géant Constantin, mais professeur Beckers, il est ici dans l'hôpital. Je dis, je suis dans l'hôpital. Oui, on vous promet, il est dans l'hôpital, on l'a vu hier. Bon, je laisse parler et je continue à parler avec les autres et je vois qu'ils disparaissent et ils reviennent triomphalement 5 minutes plus tard en me présentant ça. Et si vous savez lire, humérus et fémur du géant Constantin, et dont des docteurs Launois et Dufresne. Ce sont les médecins qui ont autopsié le géant en 1901, donc ça paraît vrai cette histoire-là. Mais pourtant, moi, je suis allé à Mons, il y a bien 2 fémurs, vous êtes d'accord avec moi? Ils sont quand même bien là. Alors quoi, un géant à 3 fémurs? Comme la Trinacria, symbole attribué par Homère à la Sicile. Bon, on a la chance d'habiter à côté du service de radiologie. Et donc, j'ai préféré l'effet à la légende. Et je suis allé trouver le professeur de radiologie, lui ai demandé de faire d'urgence une radiographie qui a montré qu'effectivement, la copie de Liège est bien une copie et ce n'est pas le fémur officiel du géant. Ceci dit, le professeur d'anatomie, qui est le gardien du musée de Liège, croyait que c'était réel. Il croyait que c'était le fémur et le géant et le fémur et le radius et l'humérus du géant Constantin. Mais nous, on voulait l'ADN et pas d'ADN. Alors, c'est embêtant, ça, pas d'ADN. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envoyé mon chauffeur de taxi. Vous savez, je voyageais beaucoup, je vous l'ai dit. Donc, j'avais un taxi qui me conduisait à l'aéroport et qui allait me chercher. Je connaissais bien, forcément, depuis les années. Donc, je lui ai dit qu'il allait chercher un passager un peu spécial à Mons, au musée d'histoire naturelle. Et alors, je ne lui avais pas dit quoi. Quand il s'est vu remettre un fémur, il a fait une tête un peu particulière, paraît-il, mais il est revenu, il m'a ramené le fémur. On a opéré le fémur très sérieusement et on a cherché stérilement pour ne pas l'abîmer, etc. On l'a recoulé selon les principes du service de paléontologie et on a cherché l'ADN, mais dans ce cas-là, en Belgique, quand on ne trouve pas une 2e fois, on dit « caramba, encore raté », comme Hergé. Alors, j'ai téléphoné à un Irlandais, le professeur Pinhasi, qui est paléontologue à l'université de Dublin. Et eux, ils étudient des squelettes de 10 000 ans, plein. Et donc, je lui ai demandé de venir prélever mon squelette pour avoir l'ADN. La subtilité, évidemment, c'est qu'à l'époque de 1901-1902,
quand on autopsiait un corps et qu'on voulait récupérer le squelette, on le cuisait, ce qu'il ne fallait pas faire, évidemment. Ça allait tuer l'ADN. Mais à cette époque-là, ils ne connaissaient pas l'ADN. Donc, ils cuisaient le squelette pour le stériliser, pour qu'il ne s'infecte pas, etc. Ce qui le rendait bien blanc et sans odeur, mais plus d'ADN. Et donc, le docteur Pinhas, il vient et puis il se penche sur le cas, il dit, il faut prendre l'ADN là. Alors, on l'a pris là, dans la partie pétreuse de l'os temporal. Et on a étudié avec une autre technique qui épargne l'ADN et qui vient de Marseille. Et dans cette technique, on utilise beaucoup moins d'ADN, mais on compare que deux gènes. Un gène qui n'est jamais compris dans la duplication, ZIG3, et GPR101, qui est le gène de la duplication, qui est le gène responsable du géant. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, finalement, en mélangeant tous les ADN, on a trouvé qu'il avait la duplication. Donc ce géant, 2,59 m, c'est non seulement le plus grand squelette humain du monde, mais on connaît son origine génétique en plus. Et on l'a publié dans Endocrine Related Cancer, Paleogenetic Study of Ancient DNA, suggestif de Ixlac, évidemment. Alors, depuis lors, j'ai été appelé au chevet de quelques patients très silencieux et très patients, vraiment très patients. Heureusement qu'ils sont patients, parce que ça date déjà d'il y a quelques années. Et on n'a toujours pas trouvé les gènes de ceux-là, parce que, pour les raisons que je vous ai dites, il faut qu'on attende que la méthodologie d'étude de l'ADN ancien s'améliore encore pour être sûr de pouvoir trouver ce qu'ils ont. Mais ça ne vous dit pas ce que fait le gène. Alors ça, vous allez être intéressé, même n'étant pas médecin, je vous promets. Donc j'ai contacté ces deux pharmaciens-là pour essayer de trouver à quoi sert ce gène GPR101. Pourquoi est-ce que quand il est dupliqué, on devient si grand? Pourquoi est-ce qu'on produit une tumeur à hormone de croissance? Donc, je passe les détails, mais on a étudié ça chez la souris, une souris transgénique, à qui on a demandé de surexprimer le gène, mais seulement au niveau de l'hypophyse. Attention, chez l'homme, le gène, il est partout. La duplication est partout, en général. Chez la souris, que dans l'hypophyse, d'accord? C'est un mécanisme un peu différent, quoi. Donc, elle est supposée exprimer très fort GPR101 dans l'hypophyse. Et qu'est-ce qu'on a? On a trop d'hormones de croissance, trop de prolactine, trop de réponses aux tests GHRH, elle a trop d'IGF-1, vous savez, le marqueur de l'acromégalie. Elles sont géantes, vous voyez la transgène. Ici, la transgène qui est géante, celle-là, elle ne l'est pas, elle a des petits fémurs, celle-là, elle a des grands fémurs. Des grands fémurs, les mesures des fémurs ou les mesures de la taille, tout est grand, quoi, c'est gagné. Elles sont géantes, pas de problème. Et avec ça... Ah oui, pardon. Voilà. Elles ont même les proportions corporelles que je vous ai montrées des acromégales avec plus de tissus maigres et moins de tissus gras. Et même une intolérance au glucose, c'est-à-dire tendance à devenir diabétique. Et avec ça, une grosse tumeur de l'hypophyse, que nenni, rien du tout à l'hypophyse. À l'inverse des humains. Et l'interprétation, elle est formidable en fait. Sur le plan physiopathologique, c'est parfait. Chez la souris, GPR101 n'est exprimé qu'au niveau de l'hypophyse. Et manifestement, la duplication de GPR101 au niveau de l'hypophyse, c'est comme un petit turbo sur chaque cellule qui sécrète l'hormone de croissance. Mais il n'y a pas de multiplication. On met le turbo sur toutes les cellules. Et donc, elles sécrètent trop d'hormones de croissance et elles deviennent grandes. Chez l'humain, il y a le petit turbo sur les cellules qui sécrètent l'hormone de croissance aussi. Mais il y a aussi un turbo sur l'hypothalamus, je vous ai montré la structure, qui sécrète le GHRH, qui lui descend dans l'hypophyse et fait multiplier les cellules qui déjà avaient un petit turbo. Donc c'est turbo fois turbo. Et c'est ce qui peut expliquer les 1000 fois la concentration d'hormones de croissance d'une personne normale. Et il me reste une seule chose à expliquer, rassurez-vous, ça va aller vite, mais c'est que globalement, le gène qui est dupliqué, il est exprimé 1000 fois, voire 10 000 fois. C'est pas normal. Il est dupliqué, il devrait être exprimé 2 fois. Alors, peut-être 3 fois, on ne discuterait pas, ou 4 fois, mais pas 10 000 fois. Pourquoi est-il exprimé 10 000 fois? Eh bien, quand on l'a trouvé en 2014, il n'y avait pas les technologies pour démontrer ça, mais maintenant elles existent. Si bien que dans une collaboration avec CVI, on a cherché tout ça, et je vais le faire court, mais globalement, vous devez savoir qu'une cellule, c'est très compliqué. Et qu'en fait,
Si on mettait le noyau d'une cellule à la taille d'un ballon de football, donc le noyau d'une cellule qui deviendrait un ballon de football, on devrait rentrer dans le ballon de football 80 km d'ADN. Et ce n'est pas tout. L'ADN, c'est 20 000 gènes, et plus tout l'ADN qui ne compte pas. Mais c'est toutes les protéines, tous les enzymes, l'ARN, enfin tout. Imaginez la ville de Paris. Imaginez vraiment la ville de Paris. C'est un noyau de cellules. Et donc, dans la ville de Paris, et dans la cellule aussi, il y a le tram, il y a le métro, il y a les bus, il y a les taxis, il y a des gens qui circulent, il y a des hôtels, il y a des commerçants, il y a des gens qui mangent. Il y a tout. Il y a tout ça aussi dans le noyau d'une cellule. Et en réalité, c'est ça qui a été découvert récemment, c'est qu'on s'est rendu compte, c'est organisé de façon tridimensionnelle, parce que certaines cellules expriment certains gènes qu'à un moment donné de la vie, et puis plus jamais après, ou bien parfois, sauf s'il y a une stimulation, un perturbateur endocrinien, par exemple, ou des choses comme ça. Et imaginez que vous êtes dans un quartier de Paris, et vous avez, par exemple, on va prendre le quartier de Saint-Germain et le quartier latin. Eh bien, ce qu'on a constaté, là c'est un petit peu différent parce qu'il y a des frontières, qu'il y aurait une frontière entre le quartier latin et le quartier de Saint-Germain. Eh bien, on saurait, avec cette frontière-là, une frontière relative, que les commerçants, les gens de Saint-Germain ont tendance à acheter leur pain chez les commerçants de Saint-Germain et réciproquement chez les quartiers latins. Eh bien, avec cette duplication de gènes, c'est comme si on avait supprimé la frontière entre eux, ça s'appelle des TAD, c'est comme si on avait supprimé la frontière, reculé la frontière, à cause de la modification, parce qu'il y a 4 gènes en plus, ça change la structure spatiale, et ça met en relation un gène avec... Normalement, les gènes, ils ont tous leur facilitateur. C'est une autre partie de l'ADN qui facilite la copie du gène. Eh bien, ça met en présence le gène GPR1A, avec des facilitateurs ectopiques. Donc, c'est comme si vous mettiez en présence un acheteur de pain de Saint-Germain avec 10 boulangeries du quartier latin. Il va bouffer plus de pain, quoi, celui-là. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc, globalement, vous voyez ici, ça, c'est des gènes. Voici GPR1A. Et GPR1A se met en relation avec des facilitateurs avec lesquels il n'est jamais en relation, parce que GPR1A, normalement, il a son propre TAD, son propre petit quartier, dont il ne peut pas sortir. On a l'explication aussi pour ça, mais c'est trop long à expliquer. Donc, c'est une tadopathie, et c'est la première fois qu'on décrit une tadopathie en endocrinologie. TAD pour Topologically Associating Domain, c'est juste pour dire ce que je viens de décrire. Alors, pour ceux qui auraient des talents scientifiques ou des envies scientifiques, tout ça est publié 20 pages dans l'American Journal of Human Genetics. Et je conseille un bon thermos de café pour commencer. Alors, ici, c'est une reconstitution de géant. Il n'y a plus que des images. Reconstitution de géant, vous avez 2 qui nous intéressent, là, Robert Wadlow et Julius Koch, alias le géant Constantin. Alors ça, c'est un rassemblement de géants. Alors, vous voyez, ça, c'est mon collaborateur Dali. Il fait 1,90 m. Tout est relatif, quoi. Tout est relatif. Moi, je fais 1,75 m, comme on dit ici, seulement. Mais celui-là fait 2,30 m. C'est un joueur de basket. Il est d'origine arménienne. Toujours la doctoresse Rostomian, avec l'homme le plus grand du monde, 2,51 m, Sultan Kozin, un Kurde qui habite en Turquie. Et puis ici, le rassemblement des géants. Alors, Sultan Kozin est là. Et le petit bonhomme avec le micro, ici, il est comme moi, 1,75 m. Voilà. Et alors ici, c'est le docteur Rostomian qui s'essaye avec la chaussure d'un géant. Parce qu'aucune occasion ne doit être méprisée dans la recherche. Et comment est-ce que j'ai assisté à ce ballet de géants? C'est un fabricant de chaussures qui s'est pris d'affection pour les géants du monde entier, qui a une grosse fabrique de chaussures en Allemagne, et qui fabrique sur mesure les chaussures de géants et qui va leur porter en avion où qu'ils habitent, en Amérique du Sud, en Australie, n'importe où. Il va leur offrir personnellement leurs nouvelles chaussures, dont la taille varie beaucoup, mais largement supérieure aux nôtres. Et la plus grande taille du monde actuellement, c'est 70. Alors, on aime tellement les géants à Liège que j'avais fait... La télévision est venue, vous imaginez bien, quand on a fait la découverte et publié, on a eu toutes les télévisions de Belgique. Et j'avais fait dessiner l'ombre de Robert Wadlow, le plus grand géant du monde,
Puis comme ça, c'est bien, parce que ça me permettait, quand le docteur Daly venait dans mon bureau, de lui dire de rester quand même un peu modeste. Et puis maintenant, j'ai changé de bureau. Alors, j'ai demandé à la doctoresse Rostomian, l'Arménienne qui a fait pas mal de travaux avec nous, je lui ai demandé de me peindre, parce que c'est une grande artiste, le géant Constantin, celui de 2,59 m. Et vous voyez, dans mon nouveau lieu de travail, ça me permet aussi de rester modeste. Et puis, je dois vous raconter la dernière histoire de géant. C'est un de mes géants préférés, un des premiers qui m'a motivé à travailler sur les géants. Don Fermín Arrudi Urrieta, 1870-1913, le géant aragonais. Dans les années 90, je partais régulièrement en vacances avec ma famille, mon épouse et mes 3 enfants, dans les Pyrénées aragonaises. Pourquoi? Parce que c'est très beau, je vous les recommande, c'est splendide, il fait souvent beau, c'est très bien. Et à l'époque, moi, j'enlevais la petite croix de la voiture et je ne disais à personne que j'étais docteur, parce que quand vous le dites, il faut passer à l'interrogatoire, et qu'est-ce que vous faites? Et j'ai une cousine qui est à l'hôpital, elle a de la fièvre, et puis vous ne savez pas aider, quoi, de toute façon. Donc je ne disais rien. J'enlevais la petite croix, je ne disais rien. Et j'étais parvenu à rester anonyme pendant 3 ou 4 années. Mais la 4e année, j'étais dans une grande fête, dans un village, assis en face du maître du village. Et le voici qui me dit « Et toi, qu'est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Je ne vais pas mentir, je lui dis « Soy médico. » Ah, dit-il avec intérêt. « Médico de la familia, médecin de famille. » Et je réponds « Non, médico con una especialidad. » Et je lis dans ses yeux la déception. Il ne parle plus rien, mais 3 minutes après, il revient à la charge et il me dit « Et quelle spécialité ?» Et je lui réponds « L'endocrinologia. » Et il me dit « Qu'est-ce l'endocrinologia ?» Alors je dis « La thyroïde. » « Qu'est-ce la thyroïde ?» J'essaye « La hypophysis. » « Qu'est-ce la hypophysis ?» Je ne sais pas pourquoi je lui dis « La hormona de crecimiento. » L'hormone de croissance. « Ah !» dit-il. L'air de dire « Pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt ?»« Los gigantes, les géants. » Ah, je dis « Si, los gigantes. » Il se lève d'un bond, bousculant sa chaise au passage. Il se précipite vers un coin sombre de sa grande pièce, vers une commode en pain des Pyrénées, dont il extrait précipitamment le 3e tiroir. Et il se met à fouiller des liasses de vieilles photos et de cartes postales. Et après 10 minutes, il revient triomphalement à la table avec ceci. Et il me dit « El gigante aragonés es de este pueblo. » Le géant aragonais, il est de ce village. Et la soirée se termine en histoire de géant. Et je rentre en Belgique. Et j'oublie un peu le géant aragonais et l'ami, le maître du village qui m'avait montré la photo. Et 3-4 mois plus tard, c'était un lundi matin, je m'en souviens, il faisait beau. J'étais dans mon bureau et je vois la secrétaire qui arrive avec le courrier. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans le courrier? Vous savez, des lettres ennuyeuses, des administratifs qui rouspètent sur un truc ou l'autre. Les étudiants qui se plaignent que les études sont trop difficiles, les médecins traitants qui ne reçoivent pas le courrier assez tôt. Bon, je laisse tomber tout ça parce que je distingue dans ce paquet de courrier, il n'y avait pas Internet à l'époque, c'était en 1992 ou quelque chose comme ça, un paquet multicolore tapissé de timbres d'origine ibérique que j'ouvre en premier et j'en extrais la photo, le mot et un livre. Alors je lis le mot. Et je vois, nous, descendants du géant aragonais, offrons au professeur Beckers la photo et le livre qui concernent notre ancêtre afin qu'il en fasse l'usage qu'il voudra. Je suis un peu touché quand même. Puis, j'essaye de lire le livre avec quelques difficultés parce qu'il est écrit dans la langue de Cervantes et moi, je comprends quand même plutôt l'espagnol de Sancho Panza. Mais je comprends que le géant aragonais était un humaniste né en 1800, je vais le dire, 70, mort en 1913, découverte de l'acromégalie 1886, et Don Fermín Arrudi Urrieta acceptait, quand il est revenu en Espagne, de voyager dans toutes les terres ibériques pour montrer, au regard curieux de nos ancêtres, les richesses de son anatomie. C'était un humaniste qui voulait faire progresser la science. Et j'ai donc décidé
de l'installer à la page d'honneur de mon CD-ROM qui a été édité à 100 000 exemplaires et distribué dans le monde en espérant lui avoir rendu un peu justice. Et quelques années plus tard, je reçois un journal dans ma boîte aux lettres, envoyé par un endocrinologue hollandais, qui m'envoie ceci, le numéro entier du petit journal du 4 juillet 1897. Et il est écrit « Mariage de géants », mais vous avez tous reconnu Don Fermin Arrudi Urrieta, qui épouse Louise Carla Dupuis à cette date-là, et qui lui a valu une page entière en 4 couleurs, ce qui était du luxe à l'époque. Et puis, celui-là, vous le connaissez, c'est Shrek. Mais Shrek, c'est un acromégal, vous le saviez? Non. C'est le modèle, c'est Maurice Tillet. Et Maurice Tillet, c'était un lutteur. Et c'est Shrek, c'est Maurice Tillet. Regardez, je ne vous mens pas. C'est le modèle de Shrek. Et alors, il se fait qu'il y a un chirurgien chez nous, qui était non seulement un très bon chirurgien, mais qui a pris sa retraite et qui est devenu sculpteur. Alors, vous savez, à Liège, personne n'ignore que j'aime bien les géants et les acromégales. Et donc, un jour, il est venu, dans une réception, m'apporter très fièrement la sculpture de Maurice Tillet, celui qui a servi de modèle à Shrek. Et je l'ai installé dans mon bureau, au Sartillement, à l'Université de Liège. Et un jour, je reçois un patient acromégale très sympathique. Et vous savez, moi, je fais encore comme au 19e siècle, la clinique, comme le faisaient les neurologues célèbres du 19e siècle. Je fais encore venir un patient pour montrer aux étudiants. On est convenu de tout ce qu'on va dire devant les étudiants, mais globalement, le patient aime bien et les étudiants adorent. Et donc, ce patient-là, très, très, très sympathique, je l'invite dans mon bureau parce qu'il est d'accord de venir se montrer aux étudiants. Et alors, je lui demande, tiens, tu sais ce que c'est, ça? Et il me répond, oui, c'est Shrek qui me dit. Évidemment. Ah, mais, professeur, je ne vous ai pas dit, mais moi, depuis que Shrek existe, toute ma famille et tous mes amis m'appellent Shrek. Et regardez mon patient. C'est un vrai Shrek, hein, sur la droite. Et je n'aurais pas osé terminer ma conférence sans montrer un géant célèbre, évidemment. Mais celui-là, je l'ai étudié un petit peu moins, en tout cas sur le plan génétique, personnellement. Quoiqu'on a beaucoup d'études génétiques avec Vincent Romer dans la région ici. Donc, je pensais que ça allait introduire la conférence suivante, mais on pense... Oui, ça a introduit. Et alors, juste, je dois vous présenter mon équipe, hein, les gens qui ont travaillé avec moi. Notamment, les plus importants pour les géants, c'est Lilith Rostomian, Adrienne Daly, Patrick Petroscience. Voilà, ça, ce sont les collaborateurs principaux qui ont fait tous ces travaux avec moi sur le gigantisme. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Albert Beckers. Vous êtes un facilitateur, parce que j'ai l'impression d'avoir compris pas mal de choses quand même, alors que c'est d'une complexité rare. Mais voilà, vous nous l'avez très bien rendu. Et puis on est très heureux d'accueillir un médecin aussi, puisque Rabelais était aussi médecin. Donc voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais donc, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut faire passer le micro. Merci pour cette belle conférence. Ma question est par rapport à la maladie de Marfan. Est-ce qu'il y a un lien avec vos recherches? Est-ce que c'est quelque chose qui rejoint ce que vous faites? Alors, ça ne rejoint pas mes travaux. L'endocrinologie et les maladies génétiques, en général, c'est très complexe et on ne peut pas s'intéresser à tout en même temps. Je connais évidemment la maladie de Marfan en tant que clinicien et on connaît même quelques Marfan célèbres, hein, comme le président Lincoln qui avait la maladie de Marfan. Mais sur le plan génétique, c'est très différent des gigantismes dont je parle. Et sur le plan des mécanismes de la grandeur des Marfans, c'est différent aussi, parce que ça n'implique pas l'hormone de croissance. Donc c'est d'autres gènes qui interviennent différemment sur les structures du corps que l'hormone de croissance. Donc les plus grands géants du monde, c'est des géants à hormone de croissance. Mais il y a des géants qui ont une maladie génétique qui ne fait pas intervenir l'hormone de croissance. Et Marfan, bon, déjà, c'est des géants plus petits. Hein, c'est pas
En général, les marfans ne font pas 2,30 m, 40, 50, quoi. C'est plutôt 2 mètres, 2,10 m. C'est associé à une série d'autres anomalies. C'est dû à plusieurs gènes qui ne donnent pas tous les mêmes anomalies. Donc c'est un autre type de pathologie qu'on intègre dans nos diagnostics différentiels de grandeur, mais quand on en repère un, on l'adresse aux spécialistes de la maladie de Marfan, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Du coup, grâce à vos recherches, il y aura bientôt plus de vrais géants. Il y aura bientôt plus. Plus de vrais géants. Ah ben c'est le souhait, évidemment, parce que ce n'est pas une condition enviable du tout. Ça réduit très fortement l'espérance de vie, ça réduit aussi la qualité de la vie. Donc le but est surtout qu'il n'y ait plus de géants. Et donc la petite patiente belge, on l'a parfaitement contrôlée et maintenant elle est dans sa courbe de percentile tout à fait normale et très heureuse comme ça. Oui, je sais que dans l'imaginaire des enfants, j'ai été un enfant aussi, je m'en souviens très bien, on a tous envie d'être géants, évidemment. Mais en réalité, fort heureusement, ça ne se passe pas souvent. Il y en a peu qui reçoivent leurs souhaits de leurs enfances. Merci beaucoup. Je voulais savoir si vous aviez été voir tous les squelettes de géants dans les musées actuellement exposés et si vous étiez encore en cours de recherche avec les squelettes anciens. Je n'ai pas entendu les derniers mots. Si vous étiez encore en cours de recherche, s'il reste des squelettes à expertiser Oui. dans les musées. Oui, donc bien sûr, il en reste. On ne les a pas vus tous. Il y en a 4 ou 5 qui sont en cours d'étude pour le moment. Mais ce n'a pas été... Je n'ai pas essayé de faire le tour du monde et de les récupérer tous, quoi. Globalement, c'est très difficile. C'est une recherche très difficile parce que l'ADN est souvent très mal conservé. Alors là où on m'appelle, j'y vais. Mais je n'ai pas essayé de les repérer tous, voilà, spécialement. On a continué toutes nos recherches que je vous ai présentées là, en dernier lieu sur les mécanismes, etc., qui consomment déjà beaucoup de temps et d'argent. Mais voilà. Mais j'en ai quelques-uns, il y en a 4 ou 5 quoi, qui sont en cours d'étude. Et j'avais une deuxième question, c'est s'il y avait des... Alors c'est peut-être une question qui montre que je n'ai rien compris à la conférence, pardon, mais je me demandais s'il y avait des facteurs environnementaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit Rabelais, c'est que... Enfin, évidemment, c'est une histoire, mais ce qu'il dit, il parle de déformation partielle en fait, du corps. Hein, il dit que certaines parties enflent, certaines parties se déforment, tantôt le nez, le menton, les oreilles, etc., après avoir mangé un fruit. Bon, alors évidemment... C'est une histoire, mais est-ce que, en fait, vous voyez des liens entre un environnement et ce qui se passe justement sur les tumeurs votre question est un peu trop complexe et je crains que si j'y réponds totalement, les dégustateurs de vin vont me lyncher et je ne veux pas être lynché. Donc, globalement, c'est juste pour savoir si Rabelais avait raison. Donc, l'environnement... Rabelais a toujours raison. Hein. L'environnement joue sur la taille moyenne d'une population, par exemple. Donc ça, c'est très vrai. L'environnement peut jouer sur la formation de tumeurs. Mais alors, en ce qui concerne les adénomes hypophysaires, il y a des études sur l'environnement, il y a des études qui semblaient montrer que peut-être dans un environnement riche en dioxine, il y a un peu plus d'adénome hypophysaire que pas. Ça n'a pas été hyper confirmé, quoi. Donc ça traîne un petit peu dans la littérature depuis 10 ans, sans que personne confirme de façon claire, nette, définitive qu'effectivement, dans un environnement riche en dioxine, il y a plus d'acromégales ou de géants que pas. Donc ce n'est pas démontré de façon très significative, de façon péremptoire. Par contre, l'environnement joue très fort sur la taille des populations. Donc là, on sait que le monde grandit, les populations grandissent, et en fonction de l'alimentation et de l'environnement, des populations, des ethnies qui avaient une taille réduite ou qui étaient très petites deviennent grands avec le mode de vie moderne. Donc ça, que l'environnement joue sur la taille en général, la réponse est oui. Maintenant, s'agissant des plus grands géants du monde, c'est vraiment le mécanisme génétique que je vous ai donné.
Et ça, je ne pense pas que sur les 40 personnes qu'on a publiées qui sont X-Lag, je ne pense pas. Bah, si, bien sûr, si vous les privez de manger, ils grandiront peut-être un peu moins. Mais sinon, ce n'est pas un facteur environnemental qui les a fait devenir comme ça. Sûrement pas. Donc, globalement, facteur environnemental sur la croissance moyenne d'une population, la réponse est définitivement oui, très fort. Et sur certaines maladies, sur certaines tumeurs qui ont enfin, toutes les tumeurs sont génétiques, elles ne sont pas toutes héréditaires, mais elles sont toutes génétiques, possiblement. Et sur les maladies génétiques, moins. Moins ou pas. Est-ce que vous vous êtes intéressé aussi au nanisme? Oh oui, bien sûr. Beaucoup, mais c'est un sujet qui prend jusque demain matin. Mais on peut en parler. Hein, mais le nanisme, c'est beaucoup de gènes et beaucoup de types de mutations. Donc, c'est un sujet qui est très passionnant aussi. Et le nanisme, il y a des nanismes hypophysaires, l'inverse des géants, mais il y a aussi des nanismes différents qui sont dus à des problèmes de cartilage, d'os, quoi, en quelque sorte. Et donc, c'est la différence entre les nains harmonieux et les nains non harmonieux. Donc, c'est un sujet en soi, il faut en parler 2 heures, quoi. Bon, on vous réinvitera Mais alors. Je veux bien. Hein, mais... On va plutôt aller boire un coup là, hein, non? Et voilà, on vous réinvitera, Albert Beckers. Merci beaucoup.